Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Et comme à l'accoutumée, sur Facebook en priorité, puisque le jeudi, nous sommes sur Facebook en direct. Le vendredi soir à 20h sur Zouk Télévision, le samedi à 18h et le dimanche à 10h pour que vous puissiez bien prendre note de tous ces rendez-vous. Bonsoir, Maître Philippe Saint-Cyr. Bonsoir, décidément, je conserverai ce titre à jamais. Légèrement ton micro, s'il te plaît. Oui. Oui. Voilà. Et mais tu en as tellement. Chaque fois que je me note, je veux le présenter avec quel titre? On nous finit, Bon, j'ai une doléance à faire. Je sais qu'il y a un certain événement qui se déroule en fin de semaine. Il y a des personnages qui se déplacent. Oui. Et on risque d'avoir une personne qui va monopoliser la parole, n'est-ce pas? Alors, je fais une demande pour qu'il n'y en ait pas trop de paroles, qu'elle n'en mette pas trop. Je n'ai nommé personne. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Personne n'a pensé à Anne Hidalgo qui sera de passage à Martinique pendant ce week-end. Ah bon? Ni même qu'il s'agit d'ailleurs. Je n'accepte pas la censure. Merci beaucoup, Philippe. Tu commences. La dernière fois, c'est toi qui avais attaqué. Merci beaucoup. J'allais rendre la monnaie de ta pièce. Bonsoir, monsieur Michel Branchy, rédacteur en chef du journal Justice. Comment ça va? Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bien, ça va bien. Bon, nous avons quand même été obligés de consacrer un deuxième numéro de Justice, en grande partie à l'hommage à Armand Nicolas, parce que nous avons reçu beaucoup de témoignages. Et je profite de l'antenne pour faire deux choses. Premièrement, pour remercier tous ceux qui très loin de la sphère anticommuniste, ont apporté des témoignages sur Armand Nicolas et sur l'apport d'Armand Nicolas. Et la deuxième chose, je m'excuse auprès de ceux pour lesquels on n'a pas encore fait état, parce que le journal n'a pas fait état de leur message. D'accord. Donc voilà. Mais ceci dit, ça va bien. Et puis nous allons entrer maintenant dans le vif, je pense, de la campagne, à la fois des élections présidentielles et législatives, les deux étant, à mon avis, intimement liés. Bien sûr. Merci beaucoup, Michel. Charles, bonsoir. Merci aussi d'être avec nous. Monsieur le professeur. Merci, bonsoir aux téléspectateurs de TV. Merci, Mano, pour l'invitation. Salutations à mes contradicteurs préférés. Et très heureux d'être là, voilà, représentant du Parti progressiste martiniquais et du Progressiste, le journal. L'homme qui nous sort une veste par semaine. Mais c'est pour vous faire plaisir. Je suis en train d'enrichir la collection. C'est pour vous faire plaisir. Je sais que vous les remarquez, donc j'en achète tous les jours. Merci beaucoup, Charles. Bonsoir, Béatrice Bellé. Bonsoir Mano. Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV. Bonsoir aux chroniqueurs ici présents. Même ceux qui veulent que je parle moins. Non, mais c'est gentil, c'est gentil. Non, mais oui. Non, mais en fait, tu sais, ils sont souvent déçus. Ils sont déçus? Oui, quand ils font ce type de requête. Ah ouais? Ouais. Parce qu'elle continuera de parler quand même. Ouais, c'est ce que je vois. C'est cela. Enfin, sauf si Mano en décide autrement. Dont acte. Oh là là. C'est presque comme la chute d'un jugement du tribunal correctionnel. Le doctact. Mais et quand je dis maître Philippe Saint-Cyr, c'est normal. C'est normal. Tu as pratiqué combien de temps? Finalement, moi, je n'ai pas pratiqué longtemps, j'ai pratiqué une dizaine d'années. 10 ans c'était pour accompagner mon vieux père et l'accompagner à la retraite, mais je suis d'abord universitaire. D'accord. C'est mon amour premier. C'est ton amour premier. J'ai fait un peu de politique, bien sûr. J'ai connu de grands hommes. Non, il a été quand même conseiller régional. Oui, pendant des années. Pendant quelle mandature? Celle d'Ancière, je crois. La toute première, je crois. 16 heures d'Ancière, oui. 16 heures d'Ancière, pas après? J'ai fait une deuxième. Une deuxième mandature, ouais. D'accord. Tu sais, à mon âge, ma mémoire s'en va. Et puis, c'est pas bon qu'on interviewe, je veux dire. Non, il n'y a pas de souci. Mais la question que je me pose... Je suis candidat à rien, moi. La question que je me pose depuis quelque temps, depuis que tu viens avec nous, en plus, dans cette émission, pourquoi les hommes sages comme toi ne sont pas à la CTM? Mais c'est vrai, Michel a été bien à la CTM pendant 5 ans.
Mais Regarde. c'est vrai. Chaque âge, ses plaisirs. Écoute-moi, j'ai fait mon temps, j'ai fait des choses, j'ai pris des coups, j'ai été récompensé, mais maintenant je suis le temps de la sagesse, mon cher. Ça m'a quand fait là encore. J'aide encore les amis, bien volontiers. Absolument. Dans beaucoup de domaines. Dans la formation, la transmission, ça me passionne, je continue. Maintenant, la politique, bon, j'ai pas les qualités qu'il faut, toutes les qualités qu'il faut. Parce qu'il en faut des qualités et surtout de nombreux défauts. C'est tout. Pourquoi tu me regardes comme Là, ça? c'est un conseil que tu donnes à... C'est une belle formule. Oui, oui, J'ai oui. regardé Charles. Que je- Alors, oui, je voudrais, juste avant de commencer le sommaire de ce kiosque, l'événement principal là, c'est que enfin le PPM s'est décidé. Ça y est, ça y est. Est-ce qu'on envoie Ça y est, aux élections absolument. législatives? Voilà, tout à fait. Donc, très démocratiquement, hein, le comité national s'est réuni et on n'a pas envoyé de candidat au non. Par contre, il faut préciser une chose en préambule, c'est que donc, ce sont des désignations en attendant approbation de l'Alliance. Hein. On ne fait rien sans concertation avec nos alliés qui sont à la CTM avec nous. Et donc très, très succinctement, très rapidement, je vais vous présenter donc, les différents candidats. Alors pour le Sud, donc c'est Madame Lydie Brousset, qui est professeure de SVT au lycée Schellcher. Elle est spécialiste donc, de toutes les questions environnementales et elle est originaire du Saint-Esprit et présidente du balisier de Schellcher. Voilà, je exactement. connais bien. De temps à autre, éditorialiste. Et parfois éditorialiste progressiste. progressiste, absolument, absolument. Une dame d'une sagesse et puis une grosse travailleuse. Tout à fait. Deuxièmement, c'est Johnny Ajar, donc professeur de mathématiques, qui est élu depuis 2003, qui est membre fondateur, qui a fondé le balisier du centre-ville. Et tout le monde connaît Johnny. Secrétaire général du PPM. parti. L'homme qui a mis... Qui a fait comment partie il au Claude s'appelle Lise. encore Qui a fait partie au Claude Lise du... Non, c'était pas Claude Lise. Hein? Ah si, du canton de Fort-de-France. Oui. Non. Non, C'était Miguel Laventure. Ah mais oui, Miguel Laventure. C'est Miguel Laventure. Oui, Miguel Laventure, vous avez raison. Claude, c'était Didier. Non, Oui, non, Lise, non, c'était c'est- Miguel Laventure qui a fait c'est partie Miguel Laventure. Et Absolument. lui, c'était sur le canton. De Didier. Didier, Didier, Oui, et absolument. qui prenait aussi une partie du Absolument. Bon-Canal. Donc, qu'il n'a pas perdu d'ailleurs. Effectivement, pardon pour la confusion. Et donc, il a pris la place de Miguel Laventure. Et donc, c'est quelqu'un de dévoué au parti qui est un secrétaire général qui fait fonctionner le parti, qui est attentif, qui connaît ses dossiers, qui est un gros travailleur. Et donc, qui ne manquera pas d'être un relais efficace s'il est élu à l'Assemblée nationale pour permettre le développement de notre territoire. Et puis enfin, Madame Manet ne se présentant pas, on a Monsieur Loutobi. Ah, Voilà. c'est la question que j'allais te poser. Voilà, on a Monsieur Loutobi, qui est un jeune Robéotin de 30 ans, soignant au CHUM. Ça ressemblait, comme Michel a dit, ça ressemblait un ouf de soulagement, non? C'est pas ça? Non, nous posions la question récemment dans une réunion de notre parti. Si on mettait un concurrent à Manet, donc si Manet se retirait. Bon, Ah ben, je me suis permis de vous le dire, puisqu'elle l'a dit. Hein, elle l'a dit en réunion. Je ne pense pas que ce soit un secret. Hein. Peut-être qu'elle aurait choisi, elle aurait peut-être préféré le dire. Non, mais je l'ai entendu un peu ailleurs aussi. j'ai entendu. Oui, Voilà, c'est on déjà... l'a dit qu'elle ne se présentait pas. Et M. Loutobi, il est au PPM depuis 12 ans. Il a été même membre du comité national. Hein. C'est un monsieur qui a été aussi sur la liste de Serge Chimi à la précédente... À la région? Oui, non. Enfin, il était sur la liste pour la précédente mandature de la CTM. d'accord. Et donc, c'est un jeune qui aussi a fait ses preuves dans le parti et sera certainement une cheville ouvrière efficace si les électeurs lui prêtent leur suffrage. Voilà. Alors, pour l'autre circonscription, c'était le deal avec Nestor Azéo? Alors, pour l'autre circonscription, on a pour l'instant effectivement le candidat Rodzen de M. Azéro, et donc le parti a choisi de ne pas proposer de candidat. Mais je dis bien, en dehors de Johnny Ajar, qui assurément sera le candidat de Fort-de-France, hein, je dis bien que les deux autres... Sans attendre le hockey de l'Alliance. Voilà, sans attendre, puisque c'est la circonscription de Fort-de-France, il y a M. Loutobi et Madame Brousset qui seront... Lydie Brousset. Brousset ou Brisset? Bruce, B-R-U-S-2-S-E-T, qui seront donc
les candidats du PPM. Je le dis bien, encore une fois, en attendant que l'Alliance se décide, puisque le dernier ressort revient à validation de l'Alliance. Exact. Et Béatrice, rien n'a fuité du côté du Parti Socialiste pour l'instant? On n'a pas d'infos? Toujours rien. Toujours rien? Non. Tu dis ça, le sourire, en plus, on n'a pas de croire si Mais tu quoi, souris. tu parles de fuiter? Non, ça fuite pas chez nous. On dit quand on doit dire, et puis mais c'est tu tout. as un air tellement satisfait qu'on pourrait penser Mais vous, oui. non. Non, mais il faut que ça soit. Et voilà. j'ai cru en plus que la mairesse, on dit la mairesse, madame Non, le la maire, maire. la maire donc, de Paris qui va honorer la Martinique de sa présence ce week-end après la Guadeloupe, venait pour adouber ta candidature, par exemple. Non, c'est pas elle qui Sur décide. Fort-de-France Alors elle a son mot à dire parce que si elle est élue présidente, c'est une assemblée qui, la plupart du temps, est constituée. D'ailleurs, la France a toujours donné la majorité, sauf lorsqu'il y a eu des dissolutions, mais a toujours donné la majorité d'ailleurs à ses présidents. Donc elle aura son mot à dire sur certains choix, mais c'est un choix qui est celui du parti. Et donc on a une commission électorale qui fait des arbitrages. Oui, mais dans lesquels. Au niveau national. Oui, mais dans lesquels on est. Oui. Non, je pose la question, je suis en fait, naïf, c'est pas. D'accord. C'est pas parce que tu as fait ce geste. C'est pas au niveau national. C'est au niveau national. Voilà. En incluant la Martinique. Ben oui. Non, comme tu as fait. Oui, mais c'est pour ça. Non, parce que lui, il a fait exprès au niveau national. Donc, il veut dire l'autre bord. Moule France. Tu comprends? Je tiens à donner mon accord Bien sûr. à mon ami Philippe Saint-Cyr que dire que c'est au niveau national. Parce que le national, c'est ici, pour nous. Bon, voilà. Bon, alors, on devait parler ça un petit peu plus tard, les élections présidentielles en France, puisqu'on est sur Madame Hidalgo. Tu y crois toujours qu'elle peut remonter? Non, Non, mais c'est pas comme ça qu'on aborde les choses. Il y a différents candidats qui aujourd'hui, et malheureusement d'ailleurs, sont à gauche et ont des pronostics à un chiffre. Donc c'est très compliqué, c'est dur, c'est douloureux d'ailleurs de voir ces sondages qui se multiplient et qui montrent la gauche dans un état de déliquescence et de délitement important. Pour autant, les partis ont le droit de recommencer à porter une parole politique. C'est aussi ça. Mais on aurait préféré, je l'ai déjà dit sur ce plateau, et je l'ai dit à mon ami Michel, comme je le dis aux écologistes, comme je le dis pour d'autres, on aurait préféré avoir une gauche unie et qui fasse le poids face à une droite et aussi une extrême droite qui ne me paraissent pas en capacité de répondre aujourd'hui aux questions cruciales qui sont celles de la pauvreté, qui sont celles des inégalités, et au contraire, et j'espère qu'on va en parler, ça ne faisait pas partie de notre agenda, non mais juste, il y a un petit papier qui est sorti sur Le Parisien et qui annonce l'écrasant enrichissement des entreprises du CAC 40 pendant la période de crise. D'accord, je crois que tu allais parler d'autre chose. On va en parler, Nicolas Sarkozy tout à l'heure. Elle a le nombre de signatures? Non? Oui, si, elle les a. Elle a les plus de 500 signatures. elle a plus de 600 et quelques. Oui. Ah oui. Ah bon, je crois que j'avais même vu un chiffre 600. plus élevé. Moi aussi. Ouais. D'accord. Non, c'est possible que les derniers jours, là, il y a 3 jours, elle avait. elle a- D'accord. Alors, puisque nous sommes sur ça, il semblerait que Roussel, ton candidat favori, soit un candidat aimé de tout le monde. Il paraît qu'il a de bonnes idées, tout ça, mais il ne décolle pas lui non plus dans les sondages. Ah, il a décollé. Non, alors justement, il a commencé à décoller. Il était crédité de 2%, il est passé à 4%. Bon. Mais tu as raison de dire que, pour résumer les choses, Roussel reprend les fondamentaux de la gauche sur la question des inégalités, sur la question des salaires, sur la question des prix, et notamment sur le fait que pendant la crise, les grandes entreprises ont fait des super bénéfices. Et plus récemment, là, par exemple, Total, au moment où a réalisé 16 milliards de profits pendant la période en 2021 où le prix du baril de pétrole a flambé. Mais ils vont donner aussi 100 € à leurs usagers bientôt. Alors le problème c'est que il dénonce ça et en plus il a trouvé un langage parce que le problème c'est que ce sont des idées qui sont. Mais j'ai écouté une partie de son meeting et puis aussi
les grandes chaînes de télévision, enfin, lui ont donné la parole. Alors, en particulier, j'ai retenu une phrase. Eh bien, il faut que les gros, il faut qu'on prenne sur les gros et que les petits deviennent un peu plus gros. Bon, et ça, je trouve. Alors, moi, en tant qu'économiste, je ne veux pas utiliser une expression aussi Terre à terre. ordinaire, mais ça, c'est précisément le langage qu'il faut utiliser pour contrer l'OPA que fait l'extrême droite sur les milieux populaires. Donc tu comprends que... L'extrême droite se déguise en défenseur des travailleurs. Donc tu comprends que, par exemple, Valérie Pécresse dit son ressort le carchère? Oui. C'est un langage populaire aussi, peut-être. Bon, elle reprend les tubes de Sarkozy qui ne lui ont pas à la moitié de sa pièce, d'ailleurs. Bon, Oh là là, alors, Michel, mais ceci dit, c'est pas ça le problème. Mais est-ce qu'il a les 500 signatures, au fait, M. Roussel? Il Pardon? les aura. Alors Tu penses? d'après les derniers événements, enfin, les derniers pointages, il avait aux alentours de 300 et quelques. Mais il les aura. Bon, Ouais. mais bon. Marine Le Pen non plus ne les a Mais, pas. Il y en a plein il est, qui l'ont il pas. est Mais certain que le Parti communiste est encore la troisième force en France en matière d'élus locaux. Il y avait en numéro 1 les Républicains, en numéro 2 le Parti socialiste, et en numéro, Toujours. et en numéro 3 le Parti communiste. Bon, c'est-à-dire que et c'est ce qui fait que Mélenchon a voulu faire une OPA sur le Parti communiste. Il voulait utiliser la force militante du Parti communiste sans le respecter. Bon, je ferme la parenthèse. Oui, Charles. Alors, la situation, l'échiquier politique français est assez paradoxal. Hein. Moi, je demeure persuadé, je demeure dans mon idée que les choses ont changé pas mal. On a des professeurs d'université, on a des sous-préfets, on a des commissaires de police qui sont des fonctionnaires qui votent à gauche. Alors qu'on a des petits patrons qui gagnent 1 000 € par mois et qui s'en tirent difficilement et qui votent à droite. Ce que je veux dire par là, c'est pas tellement les revenus, c'est aussi la manière dont on se paie en soi et dont on perçoit son rôle dans la société qui fait qu'on choisit ou pas. Et la société s'est effectivement droitisée. La société française s'est effectivement droitisée parce que quand on fait le cumul de tous les en tout cas des sondages de tous les candidats sur la gauche, on est aux alentours, Béatrice va peut-être préciser, aux alentours de 20%. Et alors que bon, les candidats de droite sont, et bon, quand je dis candidats de droite, j'y inclus Macron, sont bien au-delà. Et moi, je crois que alors la gauche traditionnelle, c'est celle qui propose l'offre, celle qui propose l'accompagnement social, etc. Et les gens qui gagnent moins d'argent savent ce que c'est que la gauche et savent ce que propose la gauche. Et puis la droite, les sécuritaires, c'est la loi de l'offre, c'est-à-dire la possibilité pour les patrons d'investir, etc., le libéralisme, etc., l'entreprise. Et donc, je ne sais pas si ça fait rêver, je ne sais pas si c'est le mythe, représentation symbolique qui influence la vie sociale, le mythe américain qui fait que tout le monde veut réussir et gagner sa vie. Et je suis un petit peu interpellé par ça, parce que je suis persuadé qu'il y a davantage de personnes nécessiteuses en France qu'il y a de personnes à l'aise. Pourtant, les personnes en difficulté votent à droite. Et je ne me l'explique pas. Alors, est-ce que c'est une question de dépolitisation? Est-ce que c'est une question d'espérance, d'espoir, de voir les jours s'améliorer, puis de sentir qu'il y aura une opportunité pour eux de s'affirmer du point de vue économique et social? Et puis, la dernière chose, je voulais dire, ce que Béatrice et Michel disent n'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a des inégalités, il y a des problèmes de salaire bas, il y a des problèmes de prix. Le CAC 40 s'enrichit énormément. Mais les questions qui sont au-devant de la société sont paradoxalement, je ne sais pas, en tout cas des problèmes sociétaux. La procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, le mariage pour tous, le vaccin. Mais, et je pense, Michel fait ouf, je pense que ça brouille les cartes, Michel. C'est parce que toi, tu es investi en politique et que tu as une analyse que je peux qualifier d'experte, que toi, ça ne te brouille pas, mais il y a des questions sociétales qui brouillent les cartes et qui empêchent les gens de se concentrer véritablement sur le fond des questions. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Oui, Béatrice?
Oui. On en parle, on en a déjà un peu discuté sur ce plateau, mais je pense que ça mérite de toute façon d'être dit et redit. Mais il y a évidemment une baisse de la formation politique, c'est-à-dire que il y a une vingtaine d'années, même chez les étudiants, enfin, je le disais la dernière fois, on aurait annoncé à mon époque des universités payantes, ne serait-ce que dans une fin de discours, que le lendemain, il y avait une grève des étudiants, toutes les facs sont bloquées et tout ça. Or là, par exemple, c'est passé comme une lettre à la poste. Je crois qu'en effet, les problèmes sociétaux viennent embrouiller, mais je crois qu'ils ne viennent pas n'importe comment l'embrouiller. Je crois aussi que les médias, aujourd'hui, jouent un grand rôle, et on a des médias aujourd'hui qui sont concentrés dans des mains particulières. Non, mais on ne parle pas de ton média, parce que là, il y a une pluralité. Mais il y a quand même une concentration nationale de médias, notamment des chaînes en continu concentrées dans les mains de grands capitaux, c'est-à-dire d'entrepreneurs qui ne sont pas des spécialistes de la presse, mais qui sont des spécialistes économiques, avec des sociétés qui, pour certaines, sont au 440, et donc qui font l'information et la manière de laquelle, finalement, on doit penser. Alors, et je crois qu'il il ne faut pas négliger le fait que après une journée de boulot, alors nous, on y met une certaine passion, un investissement dans l'analyse politique que l'on fait. C'est quelque part, nous, notre investissement associatif. Mais il y a des personnes qui n'ont pas le temps. Et donc, elles sont devant leurs écrans et elles entendent au fur et à mesure des messages qui sont répétés, qui sont dits répétés. Et du coup, a été créée aussi cette idée, alors qu'elle est très à droite d'ailleurs, cette idée, d'une espèce de méritocratie. Bon. Et donc, le mérite est porté, évidemment qu'il faut être méritant, mais on ne parle pas tous. Et nous, à gauche, on parle des inégalités. Pourquoi ? Parce qu'on dit justement, on ne part pas tous dotés avec les mêmes atouts, les mêmes conditions, les mêmes avantages, et donc il faut réduire ces différences au maximum. Et si je peux me permettre, ce que Béatrice a dit est très vrai, c'est la différence qu'il y a entre équité et égalité. L'égalité, c'est donner à tout le monde la même chose, et l'équité, c'est donner plus à celui qui en a besoin le plus. Or, je crois très sincèrement que la dépolitisation, et puis j'ai envie de dire la société du consumérisme et puis de la communication à tout crin, elle a cassé les médias d'investigation, d'analyse fine, et aujourd'hui, si ton émission, le kiosque, est suivi, c'est parce qu'on essaie de proposer une analyse où on prend le temps de développer des idées, et ce n'est pas seulement relayé par un doigt le WhatsApp qu'on a reçu, le message superficiel qu'on a reçu. Philippe, alors, juste un mot pour dire que ce que tu disais concernant les médias, je me rappelle d'une époque où les gens disaient, à l'époque des RFO peut-être, oui, m'entendre ça, la télé, c'est vrai. Oui. Pour eux, c'était vrai parce qu'ils avaient entendu cette sorte d'information. Ouais. Je suis d'accord. Philippe, dans ta sagesse. Enfin arrivé. Non, c'est un sujet très vaste. Effectivement, Charles a parfaitement raison. Et il y a là un bouleversement profond de la société. Okay, il y a le problème de l'insécurité, le non-respect des autorités. Effectivement, les gens modestes ont tendance à aller plutôt à droite. Pourquoi ? Parce que la droite représente plutôt l'ordre intérieur. Et je crois que les concepts politiques ont totalement évolué. Et j'en suis persuadé. Et ce qui fait que nous sommes un peu dans le brouillage. Il n'y a plus les clivages traditionnels au niveau populaire, absolument pas. On recherche avant tout la sécurité, le plaisir immédiat, la possibilité de pouvoir satisfaire les envies sur le moment, un individualisme outrancier. Regardez ce qui se passe pour les EHPAD. Oui. Effectivement, maintenant, on met nos vieux dans les EHPAD. Ce n'est plus la famille au sens large qui accueillait les anciens dans celle-ci et s'en occupait. Donc il y a un bouleversement sociétal. Et puis la notion de foyer né. Enfin, excusez-moi, attends, il faut que je fasse attention parce que là, je vais me laisser aller à un humour qui risque de me coûter fort cher. Mais je veux dire que le concept de foyer
traditionnelle. C'est-à-dire le foyer, la famille qui s'occupe des enfants, qui les éduque. Actuellement, du fait de l'individualisme, les familles éclatent. Ce sont des familles recomposées ou ce sont des familles composées de façon différente. Ce qui fait qu'il n'y a plus de référence, il n'y a plus de valeurs. Les valeurs évoluent de façon considérable. Et moi, quand je regarde ces choses-là, je me dis, mon Dieu, de quoi sera fait demain? Mais moi, j'aurai l'avantage d'être certain. Est-ce que c'est pas plus l'éducation au-delà de la famille? Parce que évidemment, on a des formes de famille qui évoluent. Oui. Il n'a pas encore parlé. On va laisser Michel s'exprimer sur ça. Oui. Non, mais je voulais réagir sur sa famille. Non, je voulais... Vas-y, Michel. Non, mais je laisse parler Michel, c'est pas pour toi. Je souscris à la description, mais je crois que il faut analyser les causes. Et les causes, la racine des causes, c'est l'idéologie néolibérale qui a infusé l'ensemble de la société. Notamment, quand on parle d'individualisme, c'est l'idée que chacun peut s'en sortir tout seul. Mais dans le même temps, il y a une contradiction. Et c'est là qu'il appartient à ceux qui se réclament de la gauche de mettre l'accent. Prenons concrètement ce que nous venons de vivre. Depuis 2 ans, nous vivons, quoi qu'on dise, une pandémie, c'est-à-dire mondiale, qui implique, qui met en cause les structures de santé, qui met en lumière le fait que dans l'ensemble du monde développé, les structures de santé sont défaillantes. OK? Bon, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il a fallu mobiliser beaucoup d'argent pour pouvoir trouver des parades. Parce que, contrairement à ce que pensent certains, les capitalistes se gagnent de l'argent, eh bien, ils ont besoin des consommateurs, ils ne veulent pas que tous les consommateurs disparaissent. Donc, je m'inscris en faux contre la théorie complotiste. Bon. C'est l'intérêt du capitaliste de faire en sorte qu'il y ait des consommateurs. Donc, on a mis les moyens financiers et humains pour trouver des vaccins. Bon, ça n'empêche pas que les sociétés qui font ces vaccins réalisent des bénéfices considérables sur cette situation. Mais c'est deux choses distinctes. La science, d'une part, qui découvre, et troisièmement... Le président Macron a dit quoi qu'il en coûte. Hein. Bon. Donc c'est de sauver des gens. Bon. Et troisièmement, dans tous les pays du monde, la pandémie a non seulement révélé les inégalités antérieures, elle a accru les inégalités. Toutes les études le prouvent. Bon, récemment, des études du Bureau international du travail, le BIT, ou bien d'autres. Bon, autrement dit, ce sont les mécanismes classiques de la société capitaliste. La société capitaliste, par son fonctionnement, polarise les moyens, les richesses, l'intelligence et à un pôle de la société. Et donc elle accroît le nombre de ceux, et comme disait Marx, elle accroît le nombre de ceux qui sont démunis et qui sont ceux qui vont enterrer cette société. Le problème, c'est qu'ils n'en ont pas conscience. Bon, d'où ce que disait tout à l'heure Béatrice, le fait nouveau que les grandes compagnies capitalistes se sont rendus compte que pour maintenir leur domination, il leur faut dominer les esprits, d'où le fait de l'accaparement des grandes chaînes de télévision. Je prends l'exemple BFM TV, CNews, LCI, TF1, Canal+. etc. Canal+, pour parler de la France. Mais c'est la même chose. Aux États-Unis, c'est Fox. Bon, autrement dit, pour dominer la pensée des grandes concentrations humaines. Seulement le problème. Et après, on passe la parole là. Je termine. Oui. Le problème. Je termine là-dessus. Le problème, c'est que les inégalités apparaissent, d'où le mouvement des Gilets jaunes en France. Et on parlera aussi du convoi des libertés. Voilà, tout à l'heure. c'est le même phénomène. Le problème, c'est que ces mouvements
en général, sont dominés par une idéologie d'extrême droite. Voilà. Bien. Béatrice, sur la famille, tu disais? Oui, sur la famille, mais je pense justement que on se focalise justement sur cette conception sociétale, peut-être du foyer, mais je crois que la difficulté, c'est presque l'ensemble de la société. Enfin, moi, je me rappelle adolescente, je n'avais pas peur des seuls yeux de mes parents. J'avais peur de tout l'environnement presque de la ville et du quartier dans lequel j'habitais, parce que de toute façon, si je me retrouvais à traîner, à faire des... J'avais surtout peur qu'il y ait quelqu'un qui aille répéter, et on répétait. Référence au foyer. Donc il y avait... Alors, il y avait une référence peut-être au foyer, mais il y avait aussi une autorité des adultes que l'on respectait, à laquelle on croyait. Bon, c'est probablement inclus, on le voit peut-être différemment. Et puis, sur ce qui est de l'information, je pense que... Alors, je n'ai même pas parlé de la WU, la WhatsApp University, parce que ça aussi, c'est devenu... tout à l'heure, Charles l'a dit, maintenant, on se passe des messages et tout ça. Mais autant un certain nombre de personnes peuvent faire la part des choses entre ce qui est probable, envisageable et totalement faux, autant il y a des personnes, à partir du moment où le message est écrit, notamment par exemple en PDF ou où il est audio, il y a quelqu'un qui parle, ben les personnes considèrent que l'information est vraisemblable, en tout cas qu'elle a une portée qui peut être légitime. Et ça aussi, c'est la différence avec une époque où au final on avait moins de temps, on passait moins de temps devant la télé. Du coup, par exemple, le show, bah, c'était la politique, le journal. Qu'est-ce qu'on va apprendre ? On allait, moi j'ai même connu à l'époque, et pourtant c'est pas si vieux, à l'époque où je travaillais en 2001 à la mairie de Schellcher, j'ai connu des conseils municipaux où il y avait des gens. Les habitants venaient assister aux conseils municipaux et venaient écouter les joutes verbales des élus, et puis ça repartait dans les quartiers, et puis finalement ça discutait du conseil municipal dans les quartiers, dans les maisons. Bon, il y a eu cette époque et elle n'existe plus, et on en a parlé la fois dernière, mais il y a aussi maintenant une résurgence de la violence, de l'agressivité, parce que finalement il est beaucoup plus facile de haïr, parce qu'on n'a pas de raison, on n'a pas besoin de donner des raisons, et surtout qu'on n'a pas besoin de réciprocité dans la haine. Et il y a beaucoup de haine, et la haine n'a pas besoin de réciprocité. Elle peut vivre d'elle-même, ce qui n'est pas la même chose pour l'amour. Premier élément, la mondialisation libérale. Effectivement, il y a des États, mondialisation libérale. Auparavant, le capitalisme, il était d'État. Aujourd'hui, le capitalisme, il est mondial. Et Michel disait la dernière fois que c'était un capitalisme financier. L'enjeu aujourd'hui n'est pas, il part sur les réseaux, enfin, il est complètement éthéré, hein, il circule dans les flux financiers, etc. de la planète, et il y a des sociétés multinationales qui s'installent dans des paradis fiscaux, qui ne paient pas d'impôts, qui s'arrangent pour faire des fuites fiscales. Enfin, on a calculé qu'il y a entre 80 et 100 milliards d'euros de fuites de capitaux de fuites fiscales depuis la France par année, et donc la mondialisation libérale, premier élément. Et puis deuxièmement, l'autorité. L'autorité, c'est celui qui détient l'autorité. Eh bien, cette autorité-là, elle est vue comme juste par ceux qui la suivent, hein, et qui la considèrent comme étant légitime. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se font face parce qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité. Et tout est prétexte pour défier l'autorité. Enfin, moi, je suis un petit peu... Bon, j'ai mon tempérament, mais quand un policier me demande de m'arrêter, moi je m'arrête. Hein. Quand un policier me demande de mes papiers, je ne vais pas répondre mal, c'est vociférer. C'est pas parce que le policier fait son travail, il a des informations que je n'ai pas. S'il m'arrête, c'est peut-être parce qu'on lui a décrit un type basané qui conduit une voiture verte et qui correspond à ma description, et je vais m'arrêter, je vais obtempérer. Point. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la défiance est devenue une règle. C'est un petit peu court, une voiture verte, une belle voiture verte. Non. Elle a 11 ans. Et un type qui a une veste. Elle a 11 ans. Un type qui a une veste. Alors, qu'est-ce que le proverbe dit? L'habit ne fait pas le moine. Bon, donc, et puis, il y a des escrocs en col blanc. Voilà. Donc. Voilà. Non, Tu n'as pas de cravate. Non, je n'ai pas de cravate. Et ton col n'est pas blanc. Tu as remarqué d'ailleurs que le look à gauche, aussi bien Roussel que Mélenchon, c'est la veste
la chemise sans cravate. Mais c'est depuis la dernière élection présidentielle, Oui, tout c'était à fait. pour montrer leur désaccord, parce qu'on ne rentrait pas à l'Assemblée nationale sans cravate. Hein. Et c'est eux qui ont fait une espèce de coup, Mélenchon et compagnie. C'est eux qui ont commencé ça. Non, même pas. C'est que le règlement, c'est pas une question de machin, c'est une question de règlement. C'était inscrit dans le règlement intérieur que les hommes, les députés, doivent rentrer dans l'Assemblée, enfin dans l'amphithéâtre, avec chemise, cravate et veste. Mais oui, même M. Marianne a dû s'y soumettre. Mais eux, Mais le règlement a changé, sous a une changé. influence politique. voilà, de Mélenchon et ne compagnie. pas avoir de pantalon. Oui, Absolument. Mais bien sûr. Il y avait oui. une interdiction aux femmes de porter Oui, le tout à pantalon. fait. C'est vrai. Et je Il y vois a que eu une c'est- époque, ouais. ouais. Il y a Et eu c'est une pas, époque. c'est pas Alliot-Marie qui a cassé ce... Oui, ça, il y a eu une époque. incident avec ouais. Alliot. Alliot-Marie, Et ensuite, il y a eu des pantalon. incidents avec la gauche, et Ouais, notamment Mélenchon. Tout à fait. qui Voilà, est venu c'est sans ça, cravate. c'est ça. Oui, absolument. Alors, puisque nous sommes sur la présidentielle là-bas, vous avez vu ou lu Sarkozy qui s'est lâché carrément sur Pécresse. Hein. Qu'est-ce J'ai pas qu'il a fait? entendu Il s'est lâché sur exactement. Pécresse. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a dit exactement d'elle? Mais je Alors, crois qu'il la si soutenait. Grégory veut bien J'ai pas nous, suivi, hein. si Pour de Grégory vrai, veut bien j'ai nous pas suivi. montrer une partie de ce qu'il a capté, mais c'était assez Ah bon, chaud. mais il soutient Macron, c'est ça. Il soutient Macron. Mais il n'a pas dit qu'il soutient Macron. Il a dit qu'il qu'il a reçu un coup de fil de Macron. Il se voit, ça fait un moment que tout le monde Il sait se que voit. c'est un Grégory, si on peut conseiller voir, proche de Macron. s'il te plaît, le papier. Voilà. Alors, Nicolas vas-y, Alors, Nicolas Charles. Sarkozy sort de son silence pour matraquer Valérie Pécresse. Dans le Figaro, ce jeudi 10 février, l'ex-chef de l'État vilipende la campagne présidentielle de la candidate des Républicains, LR. Valérie part dans tous les sens. Déjà, si dans une campagne, tu arrives à imprimer une ou deux idées, c'est un miracle. Il faut marteler en permanence. En 2007, on parlait de Sarko matin, midi et soir, mais là, qui parle de Valérie Pécresse? Elle est inexistante. Critique en privé, le mari de Carla Bruni. D'autres propos prêtés à l'ancien président par le canard enchaîné. Je vais encore plus loin. Valérie Pécresse, une pain-bêche. Oula, une pain-bêche aurait-il même lâché? Et Nicolas Sarkozy de poursuivre. C'est une grosse bosseuse, acharnée, mais toujours scolaire, très techno. Pour connaître le tout, Nicolas Sarkozy reproche à son ancienne ministre son manque de créativité. Elle a de l'acquis, mais pas beaucoup de voitures. Et il dit aussi. Elle a de l'acquis et pas beaucoup de. Voiture. Et il dit aussi que elle lui manque de respect parce qu'elle ne l'appelle pas, elle ne lui demande pas de conseils et des trucs de ce genre, et ça l'embête. Une question de détail. Moi, je crois percevoir une opposition entre les énarques, les grandes écoles, et ceux qui ont été au pouvoir et qui ne sortent pas de l'école. Et notamment, il y a souvent une opposition, et on faisait la vie très dure à Sarkozy. Parce qu'il n'était pas énorme, voilà. Il n'était qu'avocat, Voilà. il n'était pas énarque. Et là, derrière ces propos en sous-jacence, n'est-ce pas cela? Mais enfin, il y a certainement d'autres raisons. Il y a Je crois d'autres que raisons Michel peut-être. en a- Mais il y a un grand meeting là ce samedi à Paris, je crois, pour Valérie Pécresse. Est-ce qu'il ira, est-ce qu'il ira pas? Pour l'instant, on ne sait pas. Et qu'est-ce Peut-être qu'il pas dit? bien accueilli. Et ce que les gens disent aussi à Paris, c'est que Sarkozy estime que Pécresse ne peut pas être chef d'État comme lui. Lui, il estime qu'elle n'a pas sa valeur. Peut-être un peu quoi, en fait. misogyne. Ouais. Peut-être. Mais- peut-être. Mais en parlant de misogyne, il n'y a Il pas est peut-être un peu misogyne aussi. Il y a pas que lui. Il se serait peut-être pas permis de porter de tels propos pour une candidate qui a été légitimement désignée par son parti, parce qu'il faut le dire, c'est un parti d'ailleurs LR auquel Non, mais que ces Sarkozy jours-ci, a. Ces jours-ci, Pécresse, semble-t-il, il y a déjà Wörth, je crois. Qui l'a rejointe? Non, pas Qui du l'a tout. rejointe. Alors, qui est parti, Il est parti rejoindre Il est parti Macron. rejoindre Éric Il a Woerth. été- il a Oui, été- c'est Wauquiez qui l'a rejoint. Oui, il a été rejoindre Ah bah, ça Macron. prouve encore que c'est la bonne droite, parce que Woerth, c'est pas un. Et ensuite, pardon Michel, donc il y a ça, il y a l'histoire de Sarkozy, il y a une troisième tuile qu'elle a eue là, cette journée ou hier, je ne me rappelle plus, mais ça va me revenir, mais c'est terrible, hein. On s'acharne sur elle là en ce moment, bon voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, Michel? Moi, je pense Faut-il que... sauver le soldat Non, Pécresse? je considère que tout ça, c'est l'écume des choses. M'excuse, hein. Je considère que tout ça, c'est... je dirais même que les médias agitent ces choses-là pour qu'on ne discute pas des vraies questions et des vrais problèmes de la France. Alors, bien sûr qu'il y a dans les propos de Sarkozy, comme tu dis, une sorte de misogynie. Comment se fait-il qu'une femme qui est une bosseuse, mais qui n'a pas de créativité, mais
Mais pour diriger, il faut bosser, hein. Il faut connaître les dossiers. Bon, par conséquent, sinon on est ballotté par ses conseillers. Ce sont les conseillers qui font ta politique, c'est pas toi. Ok? Bon. Donc, moi, je ne vais pas répondre pour Valérie Pécresse. Mais le fond du problème n'est pas là, me semble-t-il. Le fond du problème est le suivant. C'est qu'il n'y a pas plus que l'épaisseur d'un papier à cigarette entre la politique de Macron et la politique de LR. C'est ça le fond du problème. Donc, les frontières sont poreuses. Les uns vont vers les autres. Le problème, la grande difficulté de la campagne des communicants de Pécresse, de trouver des thèmes pour se distinguer de Macron. C'est ça le problème. Alors, Macron tient des propos désobligeants à l'égard des citoyens. Il n'aime pas les Français, etc. Bon. Mais est-ce que c'est... alors, je prends quelque chose que j'ai entendu. Est-ce que c'est en traversant la rue, on prend un enfant dans ses bras et on donne l'impression qu'on aime les gens? Ok? Bon. C'est du show. C'est du show. Bon, c'est du Oui, show. mais quand Macron dit on va les emmerder, ça c'est... dans un sens... Non, mais du coup, quand il dit ça, le pire, c'est qu'il gagne 2 points. Ouais. Bon, alors le problème, c'est que... Moi, je sais pas pour vous, mais quand même, quand je regarde les sondages, je sais pas parce que on est en très mauvaise posture, mais je pense quand même qu'on est arrivé à un point, à multiplicité des sondages, sans s'interroger, parce qu'il y a eu une époque où quand même il y avait une sorte de doctrine sur les sondages qui passaient en campagne. Pendant les périodes électorales, il y avait une doctrine des instituts de sondage et ils se tenaient un type, un panel assez comparatif, enfin comparable. Donc ils interrogeaient au minimum 1000 personnes et tout ça, avec un champ de questions qui était à peu près commun. Béatrice, n'oublie pas une chose, c'est que les sondeurs ont pris 2 ou 3 calottes aux dernières élections. Oui, Tout ce qu'ils avaient annoncé, ça s'est révélé complètement faux. Mais n'empêche que tu vois, tout ce qui sort, tout à l'heure on parlait de ça, mais maintenant, un sondage, avant on entendait parler du sondage à 20h, maintenant tu as des trucs de sondage qui arrivent sur WhatsApp toutes les 2 minutes, et il ne faut pas négliger l'inconscient que ça peut créer chez les gens. Là, par exemple, aujourd'hui, ce que créent ces sondages-là, c'est l'idée que Macron peut être le vote utile. Quand on met l'extrême droite à 30% en France, quand tout on confondu. additionne les deux extrêmes droites, au moins les deux, voire les 3, 4 avec Philippot et Dupont-Aignan. Asselineau. Alors, assez paradoxalement, Asselineau a plus de parrainage que Philippot et Dupont-Aignan. Bon, pourquoi? J'aime la parenthèse. Quand on additionne ça, évidemment, on a du coup cette impression qu'il va falloir, encore une fois, faire un front républicain ou faire un vote utile. Les sondages donnent l'impression que le match est déjà plié. Mais c'est ça. Alors, mais c'était déjà le cas en 2017. Emmanuel Macron a collanté avec 25% depuis avec des mois et des mois. Et sans être en campagne. Voilà, sans être en campagne. Il a déjà plus de 1000 signatures. Officiellement, quand même. Officiellement, mais il a déjà plus de 1000 signatures de maire. Oui, Charles. Parrainage. Michel disait tout à l'heure les vrais problèmes de la France. Moi, ce qui m'inquiète, les vrais problèmes de la France, c'est le déficit commercial de moins 70 milliards, alors que l'Allemagne à côté fait plus 150 milliards. C'est l'endettement. Moins 2800 milliards, alors que la cagnotte fiscale de l'Allemagne aujourd'hui est de plus 48 milliards. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que... Je peux rajouter? Oui, vas-y, je t'en prie. Et c'est un enrichissement de du 137 milliards des entreprises du CAC 40. Et moi, ce que je veux dire, milliards. soi-disant, M. Macron est là pour régler les problèmes fondamentaux, or il ne les règle pas. Et on embête les petits à leur enlever l'APL, à imaginer toute espèce de taxe possible et imaginable pour décidé par lui, l'APL. Mais oui, mais ce que je veux te dire par là, c'est que soi-disant, ce sont des types qui sont des calculateurs. Mais comme tu as dit l'APL, on peut croire que c'est quelqu'un d'autre qui a décidé. Non, c'est lui. Non, mais on imagine que c'est un type puissant, une calculette sur pattes qui va régler les problèmes d'un coup de baguette magique. Ce n'est pas réglé, ce n'est pas vrai. Pourquoi ne pas essayer une autre politique, celle de la relance, celle de la redistribution des fonds de manière à
permettre Par la aux demande. petits de consommer et quand on consomme local, enfin on consomme pas loin de chez soi. Quand vous donnez de l'argent aux gros capitalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont investir ailleurs, ils vont acheter ailleurs, ils vont consommer ailleurs. Et ça, on n'irrigue pas en fait l'économie locale avec une politique de la redistribution, une politique qui permet la demande, la De consommation, relance par la et une demande. relance par la demande, ce qu'on appelle une politique keynésienne carrément. Pourquoi ne pas essayer ça? On reste dans des dogmes qui, manifestement, ne marchent pas en France. Et moi, je suis un petit peu interloqué par cette multitude de candidatures à gauche, parce que j'ai entendu ton candidat, rappelez-moi son nom, Michel. Roussel, il m'a charmé. Roussel, c'est un tribun. On pensait que c'était Mélenchon qui avait le ministère de la parole. C'est pas vrai. Roussel parle très bien, et puis il a dit des choses très justes, il a l'intonation qui est bonne, etc. Et en plus, il a l'air sympathique. Et puis il est sympathique. Ouais. Mais C'est un justice. mais ce que je veux dire, c'est que les Français n'osent pas pour une autre politique, une politique différente qui, et j'en suis certain, qui donnerait des résultats différents. Mais tu sais pourquoi? Parce que la politique de relance par la demande est qualifiée aujourd'hui par les médias, les animateurs, la presse, comme étant de l'assistanat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit on va augmenter les salaires, c'est pas possible. On va donner plus d'aide, augmenter les bourses, c'est pas possible. Comment on va faire pour trouver l'argent? On va augmenter les retraites, c'est pas possible. On va... Laissons Charles finir. Je rejoins tout à fait. Et ce que je veux dire par là, la lecture utilitariste des services, par exemple, calculer le nombre de professeurs et ne pas mettre les professeurs face aux élèves. C'est une lecture utilitariste de la fonction publique et des services en général, et du service public en général. Mais ça donne quoi? Ça donne qu'il y a des élèves qui restent sans professeur pendant 3, 4, 5 mois. Et qu'est-ce que ça fait? Ça baisse le niveau général des élèves. Et à la fin, on retrouve des personnes qui sont peu qualifiées parce qu'elles n'ont pas eu un accompagnement scolaire qu'il fallait. Et ça, c'est dans tous les domaines. Une lecture utilitariste, une lecture comptable des choses et pas une lecture humaine, une lecture d'investissement, une lecture Comme ils font d'accompagnement. pour l'hôpital. Mais voilà, c'est exactement ça. Philippe? Non, je vous écoute, je rêve. Bon, peut-être qu'il y a certainement des solutions extrêmement simples. Moi, ce qui m'inquiète, mis à part les problèmes que vous avez soulevés, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'inflation qui est en train de se développer. Ah, mais je le sentais, parce que c'est bien beau, effectivement, de distribuer de l'argent comme ça. Effectivement, il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Et finalement, on n'est pas en mesure, n'est-ce pas? Les produits deviennent de plus en plus rares, donc l'inflation, et il y a une augmentation des prix. Et moi, ça m'inquiète. Je suis pas économiste, hein. Moi, je suis un modeste citoyen, un vulgum pécus en la matière, mais je vois cette inflation qui monte, cette augmentation dans tous les domaines, hein, que ce soit le transport, que ce soit le carburant, l'énergie, partout, les prix des produits, mais c'est considérable. Et je me pose des questions, alors je ne sais pas quel est le meilleur système, mais ça attire mon attention et ça m'inquiète, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Sur Macron, j'aurais d'autres choses à dire, mais pas pour le moment. Pas pour le moment, parce que sur Macron, justement, j'ai entendu dire que si Éric Woerth le rejoint, voilà la preuve qu'il est véritablement de droite. Je pense que ça va faire plaisir à Michel. Il a eu un aéropage. Bon, alors, depuis Philippe, il a eu un aéropage de la droite qui n'était pas négligeable quand même. Faut pas, enfin, c'est pas nouveau. Là maintenant, enfin, dès qu'il a nommé Édouard Philippe Premier ministre, il a très clairement cessé ce pari de marcher sur ses deux jambes, mais il marchait sur une seule jambe. Alors, c'était la Michel, jambe droite. Je montrais tout à l'heure à Philippe. Tu regardes les réseaux sociaux, Michel? Non, je regarde le Monde. Je suis abonné au Monde. Je suis abonné au Monde, à l'Humanité aussi, aux Échos. Bon. Ah, les Échos. Ah bon. Bon, je veux dire par là que, mais à travers le fil d'une analyse critique, ok. Bon, je vois une dépêche. L'inflation américaine atteint Qui vient du monde. Du monde. C'est ça 7%. 7,5%. Autrement dit, on n'était pas si. On est passé en 2 ans, en 1 an et demi, 2 ans, d'une inflation moyenne qui est de l'ordre de 1,5% dans le monde développé. Bon, là, aux États-Unis, 7,5%. Bien. Autrement dit, c'est quoi l'inflation? Parce que 2 mots quand même. Voilà. Quel impact sur la société? Pourquoi Philippe c'est que l'inflation, elle favorise ceux qui ont la capacité, ou qui sont dans un rapport de force,
où ils peuvent augmenter leurs revenus, notamment les capitalistes, qui augmentent leurs profits. Alors que les salariés, pour pouvoir obtenir une augmentation, sont obligés de faire grève. Autrement dit, les revenus qui sont fixés, qui sont fixes, par exemple, Les salaires des notre fonctionnaires. retraite. Bon, oui, bon, c'est les revenus qui sont fixés, les salaires, les allocations, etc., nécessairement vont. Oh, alors, il y avait une expression que nous utilisions à la CGT, c'est que les profits, les prix prennent l'ascenseur et les salaires prennent l'escalier. Bon, ça veut dire que nécessairement, en période d'inflation, l'augmentation des prix est plus rapide que celle des revenus. Bon. Et ça aboutit à un résultat suivant, c'est que ça restreint la consommation. Et comme ça restreint la consommation, ça restreint la capacité de l'appareil de production de créer des emplois. Et ça, donc, ça provoque du chômage. Donc, ce que dit Philippe est important. C'est que, si nous prenons l'exemple de la Martinique est un pays qui est malheureusement dépendant. Donc, les augmentations des transports, Merckx a réalisé l'un des deux transporteurs. Transport de marchandises. Hein. L'un des deux transporteurs qui font le monopole, là, en ce moment, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Il y a la CMA, CGM et Merckx, qui ont pratiquement fusionné. Bon, eh bien, leurs profits sont considérables. Bon, parce qu'ils ont profité de la situation pour augmenter leurs tarifs. Bon. Et par conséquent, ça se répercute progressivement dans l'économie. J'entendais un boulanger dire dernièrement que la farine avait augmenté, il était donc obligé d'augmenter le prix de la baguette, des choses comme ça. On est passé à la baguette à 1 €. Bon. Et certains boulangers disent que pour épargner, parce qu'ils sont en contact avec la clientèle, le boulanger c'est un artisan, pour ne pas pénaliser leurs clients, ils n'ont pas fait le calcul mathématique qui consisterait à répercuter dans le prix de la baguette l'augmentation qu'il a subie, lui, sur la farine. Ouais. Ce serait probablement 1,15 € ou 1,10 € ou 1,15 €. Et Leclerc, lui, il fait une baguette à 0,29 €. Voilà. Oui, mais ça fait quand même un moment que la baguette est devenue un produit de luxe en boulangerie pour beaucoup de gens. Leclerc, il vend à prix coûtant et c'est un produit d'appel. Un produit d'appel. Bon, d'ailleurs, il y a le Code du commerce interdit Le dumping. ce type de pratique. Hein. Il dit qu'il fait du bénéfice. Leclerc est toujours Leclerc, c'est comme pour l'essence. Leclerc est toujours à la limite du respect de la loi. Parce que ça permet, notamment, quand tu fais l'essence à prix coûtant, c'est le petit distributeur d'essence qui a 4 pompistes dans son entreprise. Et qui ne gagne pas. Alors, il y en a plus. Alors, la question que je me pose, que font les syndicats? Que font les syndicats? Sarkozy disait lorsqu'il était président de la République. Les syndicats, ils sont contre le vaccin. Lorsque Sarkozy était président de la République, disait que on ne s'aperçoit même plus qu'il y a une grève en France, tellement qu'il avait réglé tous les problèmes que tous les syndicats étaient à genoux devant lui. Alors, je te contredis. Il y a 2 semaines, il y a eu une grève très importante dans la CGT, des syndicats d'enseignants, etc., sur la question du pouvoir d'achat. Ça fait 10 ans que Sarkozy a dit ça, à peu près. Oui, mais il peut dire ce qu'il veut. Bon, Sarkozy... Non, mais la vérité, c'est que la réalité, c'est que c'est vrai que les mouvements et les mobilisations ne semblent plus influer de la même façon sur les décisions politiques. Et là, on parlait de changer de méthode parce qu'on voit qu'il y a des inégalités qui se creusent. On voit que le pouvoir d'achat, parce que ça fait partie, en l'occurrence, le Parti socialiste comme le Parti communiste comme d'autres, mais ont axé en effet leur programme sur la question du pouvoir d'achat parce qu'il est crucial aujourd'hui. Et il est crucial singulièrement quand on a une inflation telle que celle que vient de dénoncer Philippe. Et à partir du moment où en effet on est dans cette vision qui dit le fameux ruissellement, où on fait croire aux gens que les 137 milliards du CAC 40 qui ont pourtant été redistribués aux actionnaires, ils n'ont pas été redistribués, ils ont été redistribués à des actionnaires, que ce ruissellement va pouvoir permettre d'améliorer les conditions de vie des personnes est une hérésie. Voilà. Les syndicats, c'est entre 5 et 12% d'adhérents
entre 5 et 12%. Aujourd'hui, ce sont les organisations spontanées, comme les Gilets jaunes ou alors le Convoi des libertés. Ce sont des citoyens qui se prennent en main pour essayer de manifester. Ouais, mais sans perspective. Et sans perspective, parce qu'ils ne veulent pas se politiser. Ils ne veulent pas s'organiser en groupe de pression. Et donc, on voit très bien que ces partenaires sociaux-là, que sont les syndicats, ces groupes intermédiaires-là, sont fondamentaux. Mais Philippe a dit tout à l'heure, à parler d'individualisme, à partir du moment où on a ça, qu'on rentre chez soi, qu'on a sa télé, qu'on a son frigo, qu'on a son petit son petit poisson frit, etc. Sa télé, son Netflix. Et quand il y a une grève d'EDF ou quand il y a un cyclone, il y a des gens qui appellent les OCI pour dire qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce qu'on attend pour remettre le courant, mon freezer, j'ai des choses dans mon frigidaire qui est en train de se gâter. Et l'animateur qui lui dit, mais madame, distribuez à ceux qui sont autour de vous, qui n'ont pas les moyens d'avoir ça. Exactement. Enfin, voilà où nous en sommes. Alors, donc, non, mais c'est vrai. L'image est belle, oui. Alors, on va changer de sujet, on va passer au convoi de la liberté, puisqu'on vient de parler de ça, du convoi de la liberté. Alors, ça a marché au Canada. Il semblerait même que Trudeau se soit enfui. Alors, je ne sais pas si c'était fake news ou pas. Il a disparu. Il a disparu, et même sur les réseaux sociaux. Et depuis, il était aux abonnés absents parce que il avait peur, on ne savait pas quoi dire. En fait, juste pour préciser que il faut savoir que le préfet allemand interdit ce convoi de la liberté là vers Paris, alors que le droit à manifester est un droit constitutionnel. Ça, par contre, c'est grave. Alors, les policiers peuvent débloquer s'il y a des blocages. Non, mais Michel, je ne suis pas d'accord avec toi. Empêcher, interdire un convoi de se faire pour entrer dans Paris, je trouve que c'est quand même porter à tête un droit constitutionnel et parce qu'on a la liberté de circuler, c'est mon point de vue. Maintenant, tu vois bien. On a la liberté d'empêcher aussi les autres de circuler. Non, mais je te dis, alors s'il y a un blocage, on peut débloquer. Il y a des moyens pour débloquer. Non. Le convoi de la liberté au Canada est en train de bloquer l'accès, par exemple, aux États-Unis. Ils ont bloqué Ottawa, tout ça. Et ils sont en train de bloquer des routes majeures en matière d'échange et de circulation. C'est du blocage. Ils ne sont pas en train de circuler. Et avec des problèmes de sécurité très importants. Mais tu ne peux pas. Mais il faut quand même faire, Charles. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on soit populiste sur ce genre de choses. Entre le droit de manifester, que nous revendiquons tous comme un droit constitutionnel. Ils ont réclamé des choses qui ont été accordées parce qu'ils n'obtenaient pas satisfaction autrement. Non, mais j'entends. J'ai dit juste que ce sont des nouvelles formes de manifestation qui peuvent... d'accord, mais qu'il ne faut pas obligatoirement mettre dans un parallèle d'un droit de manifestation constitutionnel. C'est-à-dire qu'on surpasse aujourd'hui le cadre constitutionnel de la manifestation comme le cadre constitutionnel de la grève. Ça me rappelle un petit peu la guerre qu'a subie l'Irak parce que c'était une guerre préventive. On disait que Saddam Hussein peut faire quelque chose, donc préventivement on l'attaque. Alors moi je dis quelque chose. Mais écoutez, vous ne pouvez pas présupposer que le convoi de la liberté de France sera semblable à celui du Canada. Attendez de voir. Moi je ne suis pas populiste. Je dis simplement que si ça prend cette tournure-là, vous savez ce qu'il y a ? Eh bien, les véhicules ont des plaques minéralogiques, des plaques d'immatriculation. On va verbaliser et puis on va régler tout ce monde-là tranquillement. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est que vous voyez un petit peu le désespoir. Je ne suis pas populiste. Le désespoir, c'est que les personnes ne savent plus vers quel sein se tourner. Et ça donne effectivement des gestes, des manifestations désespérées. Il faut écouter le désespoir. Maintenant, je ne dis pas que c'est la solution. Non, ça c'est autre chose. Mais c'est du désespoir. Je ne dis pas que c'est la solution. Je ne dis pas que c'est la solution. Mais je dis que... Non, Charles, non, mais moi je fais un point. Parce que je pense que justement, notre rôle aussi, c'est de pouvoir définir ce qui... la grève, c'est la grève. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, je dénonce la grève telle qu'elle est faite dans les transports du centre en Martinique. D'accord ? Parce qu'il y a un droit, il y a le droit qui pose le principe de constitutionnalité du droit de grève, mais qui pose également un principe fondamental qui est celui de la continuité des services publics. Alors, on peut dire à chaque fois que tout le monde est dans une méthode désespérée de manifestation. Mais
on ne va pas s'en sortir si on n'arrive pas quand même à définir socialement entre nous les méthodes qui nous paraissent être par lesquelles on doit passer dans un premier temps et peut-être que l'on va tolérer dans un deuxième. Mais là, les blocages qui se font sont des rapports de force qui se mettent en place, mais qui ne sont pas sans effet, malgré tout, parce qu'il ne faut pas oublier, la dernière fois que quelque chose qui ressemble a été fait, les Américains... Non, les Américains ont marché sur le Capitole. Oui. D'accord ? Ce qui veut dire que demain, si on estime que s'il y a un certain nombre de personnes, parce que pareil, il faut donner la proportion, c'est quoi la proportion des Canadiens et de ceux qui bloquent ? Il faut donner la proportion. Donc s'il y a 20 000 personnes qui décident de marcher sur l'Assemblée, qui décident de marcher sur le Sénat, et qui estiment qu'en fait, parce qu'elles n'ont pas réussi à obtenir gain de cause par des méthodes qui étaient des méthodes acceptées de façon constitutionnelle, réglementaire, alors on va considérer que ces 20 000 représentent le désespoir de la nation. En tout cas, ils ne vont pas simplement s'arrêter à Paris, ils vont continuer sur Strasbourg, je crois. Ils vont sur la Belgique. Sur la Belgique, ils vont jusqu'à la Belgique. Je crois qu'il faut être prudent. Bon, alors, ce qui se passe au Canada, il faut quand même situer le contexte. Le Canada est un des pays qui a adopté vis-à-vis de la pandémie les mesures les plus strictes, et beaucoup plus strictes qu'en France d'ailleurs. OK ? Bon. Donc, comparaison n'est pas raison. Bon. Les mesures prises vont jusqu'à interdire que 2 familles de 4 personnes se réunissent. OK ? Bon. Je cite cet exemple. Bon. Parce que, donc, les mesures au Canada. Bon. La deuxième chose, la sociologie du petit entrepreneur qui est dans son camion et qui se croit fort parce qu'il a un gros cube, c'est souvent une sociologie. Un gros cube. D'accord, j'ai pas entendu le beurre. C'est souvent une mentalité d'extrême droite. D'accord. Mais oui, ces mouvements, souvent, et d'ailleurs, on a bien vu pour les Gilets jaunes qu'une partie des Gilets jaunes ont été récupérés par l'extrême droite. Par conséquent, ce ne sont pas des mouvements républicains. Et ils récusent les partis politiques, les syndicats, etc. Les Gilets jaunes ont commencé, Michel, pour une histoire au dessin sur le prix de la... Mais après, je te parle de ce qui s'est passé après. Bon. En tout cas, ils ont été récupérés. Ils ont été récupérés. Bon, au début, d'ailleurs, la CGT a essayé de les rencontrer. Ils ont refusé. Chassé Ils la CGT. ne voulaient pas les syndicats. Bon, par conséquent, le problème aussi, ce sont des gens qui ne veulent pas s'intégrer dans un processus de revendication, d'abord de définir des revendications. Parce que quand tu manifestes, il faut qu'on sache ce que tu veux. Bien souvent, les revendications sont confuses. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Bon. Et deuxièmement, ils refusent d'avoir un programme. Ils refusent d'avoir des représentants, parce qu'ils ne veulent pas qu'un de leurs utilise la force du groupe comme étant un leader. Michel, regarde ce qui se passe avec Mélenchon. Il estime que les revendications portées par son groupe ne sont pas entendues. Il parle de faire la 6e République. Chacun utilise... J'ai été loin. Alors là, non. Je ne suis pas mélenchoniste. Mais non, mais je suis d'accord que j'ai été loin. Mais c'est pour te dire que chacun utilise les forces comme il Lui, c'est un projet politique. Tu permets que je rebondisse. Mais rapidement, parce que les autres veulent... Je rebondis. Alors justement, ce que tu dis là, c'est le contre-exemple de ce que je viens d'expliquer. C'est que dans le cas de Mélenchon, il n'est pas d'accord avec la manière dont fonctionne démocratiquement la 5e République, qui a capté le pouvoir pour un seul homme et qui a créé ce qu'on appelle la monarchie républicaine. Autrement dit, au fur et à mesure des différentes réformes, on a concentré le pouvoir entre les mains du président de la République et on a abaissé le Parlement. Il veut revenir à une 5e République, en gros, et c'est un point commun avec le Parti communiste d'ailleurs, il veut répartir beaucoup mieux les pouvoirs et rehausser le pouvoir des élus du peuple. Alors, de la démocratie. Et il veut un changement constitutionnel. Oui, il ne va pas prendre d'assaut l'Assemblée nationale. En écoutant Michel et Béatrice, j'ai l'impression que j'ai donné l'idée que j'encourageais les convois de la liberté. C'est pas ça du tout. Je dis simplement qu'il est singulier
d'interdire une manifestation avant qu'elle ne démarre. C'est tout ce que je dis. Maintenant, je ne suis pas pour le convoi de la liberté, je ne suis pas pour les gilets jaunes, et j'estime effectivement que les barrages qu'il y a eu sur le rond-point en Martinique ont embêté tout le monde parce que ce n'était pas démocratique, et je suis pour les urnes et bien évidemment l'expression démocratique. Voilà ce que je voulais dire. Hein. Philippe. Nous sommes d'accord. Juste quelques remarques. Mais je vais faire comme Philippe, dont acte. Je me tais. Alors, Philippe. Oui, je crois qu'on a mis le doigt sur des questions très importantes. C'est qu'il y a un tel bouleversement sociétal qu'il y a des confusions qui se mettent partout. Je veux dire par là que vous avez de nouvelles formes de manifestation avec des problèmes techniques, des aspects technologiques, n'est-ce pas, nouveaux. Ok, ça c'est une chose qui se développe. D'autres choses, vous avez il y a des confusions au niveau de certains mouvements, des mouvements syndicalistes. Ailleurs, il y a le droit de grève, il y a le droit de retrait, il y a le droit de manifestation. Et souvent, on peut assister à des comment dirais-je, des événements qui sont dénommés grève alors que ce sont des manifestations. Donc on arrive là, sous l'influence mondiale, planétaire, donc à de nouveaux concepts. Et je crois que le droit est peut-être pris en défaut là. Je conçois ce que dit Charles. Effectivement, la liberté de manifester, c'est un droit fondamental. Mais dans ce contexte-là, et vu les risques de sécurité, n'est-ce pas, qui peuvent surgir, alors on assiste effectivement à des réactions plus dures, nouvelles, ok ? Je conçois. Mais moi, je regarde simplement. Et d'ailleurs, nous raisonnons sur des concepts anciens. Hein, mais à l'heure actuelle, il faudrait innover. Regarder ce qui se passe, inventer de nouveaux concepts et de nouvelles règles, très certainement. Ouais. Plein bouleversement. Bien. On va passer au sujet de l'application du pass vaccinal, si vous voulez bien. Ce sera un sujet moins tendu. Ça, c'est... Mais non, il n'y a pas de tension. Mais ce que je voulais dire, ce pass vaccinal, d'après le porte-parole du gouvernement, qui peut éventuellement disparaître fin mars, début avril. Ah non, fin mars, début avril. Ils ont rapproché. D'accord. Ça me paraît tout à fait... Enfin, c'est pour inciter les gens à aller voter, je pense. C'est un cadeau pour le vote. Tout campagne électorale. Un moment électoral, ça, c'est vraiment n'importe quoi. Parce qu'au début, ils avaient dit novembre. Hein. Ouais, mais là, mais est-ce qu'il n'y a pas une baisse de la pandémie, effectivement? Alors, pas si significatif qu'ils puissent expliquer des ça. chiffres? Tout dépend. Alors, en j'ai la sensation qu'il y a moins de... Il y a ce qu'on gagne en immunité collective, Oui. quoi qu'il en soit. Tant par la vaccination, pour la contamination, notamment par Omicron. Donc, Oui, par rapport à Omicron. Oui. Donc moi je crois que dans cette affaire, il faut quand même écouter. Tu parles du pass vaccinal. Oui. Sur la pratique sportive. Enfin, oui, c'est ça le sujet. Mais j'ai pas. Ok. Je pense que la question du pass vaccinal et de la question sportive est secondaire par rapport à la question du pass vaccinal. Bon. Parce que il n'y a pas que les sportifs qui sont concernés par le pass vaccinal. Bon. Par conséquent, la réalité, c'est que en France, pour des raisons électorales, et dans beaucoup de pays, comme l'Angleterre, comme d'autres pays, on a diminué les mesures de restriction pour des raisons économiques. Bon. Les scientifiques en France, la plupart des scientifiques, si vous écoutez, ils sont extrêmement perplexes et même, ils sont même hostiles à ces mesures. J'ai entendu un professeur de médecine samedi sur LCI dire, il a dit carrément, ce sont des mesures électorales. Bon, qu'au vu des... Bon. Mais à chaque élection, depuis mars 2020, alors, ça a commencé, cette histoire-là. Ça, les vacances... Finis ta phrase, au vu des taux de positivité, on nous dit que ça a diminué, c'était à 400 000, ça a diminué à 250 000. Mais on était à 40 000 il y a 2 mois. Par jour. Bon, alors, on est à des niveaux de contamination. Et à des niveaux de positivité, j'oublie le taux de, on fait par 100 000 habitants. Bon, le taux d'incidence, qui sont autour de 2 000, 3 000, alors qu'on doit être à 50. Bon, par conséquent, on est dans une situation où à n'importe quel moment, d'après ce qu'on entend les scientifiques, l'épidémie peut repartir. Bon, par conséquent, et c'est ça qui décrédibilise la politique de l'État.
Pourquoi avoir fait tant d'histoires pour faire voter le pass vaccinal pour annoncer qu'au mois de mars, on va en finir? Alors effectivement, tous les anti-vax se réjouissent, montrent cette incohérence. C'est une politique incohérente. Or, nous sommes en matière... Pour le peuple, mais pour Macron, c'est pas incohérent. C'est pour permettre aux gens d'aller Oui, voter. mais Hein. moi, je me situe sur le terrain de la politique sanitaire. D'accord. Bon. Et je me situe, en ce qui concerne la Martinique, comme je l'ai toujours dit de cette émission, je considère que nous devons sauver le peuple martiniquais. Nous avons eu 1000 morts supplémentaires. Nous avons en général 3500 morts par an. Nous avons eu 1000 morts supplémentaires en 2021 à cause du Covid. Il faut rappeler ça. La semaine dernière, nous avons eu encore 13 décès. Au moins. Alors, on peut raconter tout ce qu'on veut. Bon, mais ce sont des réalités. Et comme il y a beaucoup plus de personnes qui sont contaminées, même si le taux, la mortalité, la létalité, comme on dit, est inférieur à l'autre version du Covid, bon, le nombre de personnes en état grave, le nombre de personnes qui décèdent augmente. C'est mathématique, c'est une progression géométrique. Bien. Voilà. Béatrice, sur ça, le mot. Moi, sur la pratique sportive, c'est problématique, notamment pour les jeunes. Très clairement, il faut quand même le dire. Il y a des jeunes, notamment des adolescents. Alors, pour un certain nombre, notamment les mineurs, on a préféré le pass sanitaire qui continue à s'appliquer pour les enfants mineurs. Puisqu'on considère que, vu que les parents ont autorité... Moins de 12 ans. Voilà, mais je crois même que c'est pour les mineurs, à partir du moment où ils sont mineurs et qu'ils dépendent de l'avis de leurs parents. Ça dépend de discipline. Bon. Mais c'est problématique. Déjà, le pass sanitaire était problématique pour la pratique sportive des jeunes, et on a vu dans les clubs une diminution très importante. Mais au-delà de ça, on a vu une diminution de la pratique sportive en elle-même, déjà, qui est très importante. Moi, je pense qu'il faut qu'on compte de plus en plus, de toute façon, sur la science et son évolution. Je crois qu'il y a des choses qui arrivent. Et il faudra quand même que, également, les politiques, du coup, sanitaires, se construisent au gré des nouveaux outils. Là, il y a des nouveaux médicaments, des nouveaux vaccins. Il faut que les politiques sanitaires, parce qu'il y a quelque chose quand même d'incompréhensible. À partir du moment où on dit il y a un médicament qui fait bien le job, on a dit Novavax, 80%, c'est un médicament, hein, sans ARN et tout ça. C'est pas un traitement, c'est pas un vaccin. C'est un vaccin, hein. Non, alors c'est un médicament. Voilà. En tout cas, il y a non seulement le traitement, mais il y a un médicament que l'on prend quand on est contaminé. Et si je peux ajouter, c'est Pfizer qui l'a sorti. Oui, c'est Pfizer. Ils ont dû le colorer en bleu. Tout le monde l'aurait pris. Oui. Ça remet la parole. Parce que c'est un adhérent de Pfizer. Non, du tout. Bon, enfin, non, mais juste pour dire que à partir du moment où il y a un médicament qui sort et dont on considère, ou dont la science considère qu'il est suffisamment efficace, il y a quand même un desserrement de l'étau qu'il faut mettre en œuvre, parce que ça veut dire que si quelqu'un tombe malade, on peut le soigner. Non, mais il y a ça. C'est-à-dire que n'oublie pas qu'on a parlé là, qu'on parle de passe vaccinal, alors qu'aujourd'hui donc il faut avoir un vaccin, alors qu'aujourd'hui la science dit on a un médicament. Non. Non, tu m'excuses de donc il va falloir s'adapter. Alors je vais te contredire quand même. Les scientifiques français ont accueilli avec beaucoup de précaution l'annonce de 2 médicaments, parce qu'il y en a un de Pfizer, il y en a un de Moderna, il y en a même un troisième. Bon, ce sont des médicaments qui agissent contre la réplication du virus. Donc la multiplication du virus. Mais dans des conditions particulières. Il faut d'abord que ce soit au début de la contamination, que ce soit sous contrôle médical, et pour certains, notamment Moderna, Pfizer c'est le plus pratique, parce que c'est 2 comprimés qu'on prend comme si on prend de Doliprane, quoi. Bon. Mais les autres, c'est sous contrôle médical, et surtout, ce sont des médicaments qui comportent des effets secondaires importants, avec des contre-indications, avec la prise d'autres médicaments
qui exclut une bonne partie du public. Donc on ne peut pas dire, en l'état actuel des connaissances, ce que je veux te dire. C'est pourquoi je vois ce que tu veux dire, je partage ce que tu dis. Hein. Bon. Que l'essentiel de ce que tu dis, c'est qu'au fur et à mesure que la science avance, les mesures sanitaires doivent s'adapter à l'avancée de la science. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'on a trouvé le médicament qui permet, dans la majorité des cas, d'arrêter la réplication du virus. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Un petit mot, mon ami Sergio, qui est aux Trois-Îlets, qui est donc un animateur, qui est un entraîneur de football, hein, qui essaie de tenir ses jeunes. Bon, il est désespéré parce qu'ils ne viennent plus à l'entraînement. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils les retrouvent sous les kiosques, en train de faire autre chose, en train de s'adonner, désœuvrés, en train de s'adonner à des choses qui sont illicites. Et donc, bon, je sais pas, Michel, prof de karaté, mais le football, je veux dire, si les jeunes ne viennent pas sur le terrain de foot, ils vont faire des bêtises à côté. Et ils seront toujours dans la même promiscuité. C'est un vrai problème. Je n'ai pas la solution. Je ne prétends pas avoir la solution. Mais quand Sergio m'a interpellé... Tu peux mettre certains jeunes, parce que... Oui, certains, oui, j'ai dit certains. Non, pas tous les jeunes, bien sûr, certains. Absolument, certains. Tous les jeunes qui ne font pas sport ne sont pas des potentiels délinquants. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, bon, effectivement, c'est une généralisation abusive et c'est un trait de langage qu'il faut corriger. Oui. Mais la question, c'est ça. La question, c'est que certains jeunes ne viendront pas à l'entraînement de foot parce que l'accès au terrain n'est pas possible à cause du pass vaccinal. Je ne sais pas, j'ai entendu dire, Michel, que les licenciés en karaté avaient été divisés par 8 ou 9. Ah oui. Voilà. Alors, ce que je veux te dire, moi, j'ai écouté, bien sûr, avec beaucoup d'attention, les réactions des dirigeants sportifs, de CETOSMA, les présidents de ligue. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'ils sont prudents. D'ailleurs, ils ne se sont pas prononcés, en général, contre le principe du pass vaccinal. Certains ont demandé un report de l'application, pour leur donner le temps d'expliquer l'importance de la vaccination à leur public. Bon. Et d'autre part, ils veulent discuter avec les pouvoirs publics de protocoles. Bon, je vais prendre un exemple, ce que je connais. Je suis dans une salle où je pratique le karaté et le judo. Bon. Eh bien, pour le judo, la situation est difficile parce que la pratique du judo, on est en face à face. Bon. Pour le karaté, nous avons négocié. La Fédération française de karaté et la Ligue de karaté de la Martinique, avec le préfet, ont négocié un protocole qui est spécifique au karaté. C'est-à-dire, 1, entrer comme dans partout. On entre et on ne sort pas par le même endroit. 2, on se lave les mains. Et pendant la séance, on se lave les mains au moins 3 fois. OK? Et les pieds aussi, c'est des coups de pied qu'on donne. Et les pieds. Bon, dans la salle, quand tu rentres, on se lave les pieds. Bon. Et ensuite, on ouvre bien sûr, le maximum. Le dojo, hein, pour que l'air circule. Et on place les gens au minimum à 2 mètres. Moi, je les mets à 2,50 mètres. L'un à côté de l'autre. Et on pratique, et on évite de pratiquer plus de 2 minutes les exercices avec contact. Dans une séance de 1h30. Donc il n'y a pas de combat, quasiment pas de combat. Alors, presque pas de combat. Presque pas. Alors, moi, comme dans mon école, c'est le combat, tu imagines que ça nous limite. Mais j'explique ça pour ne pas faire de la peur. Je veux dire que par là, dans la même salle, il y a d'un côté le judo. Et nous, on continue à pratiquer le karaté. Et deuxièmement, on a eu effectivement une perte considérable de licenciés par rapport, disons, aux années précédentes. Bon, ça évolue selon les professeurs de karaté que je connais, ça évolue entre 30 et 50% de perte de licence. Bon. Et j'ai entendu des chiffres un peu du même ordre pour le football. Bon. Mais ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, je constate qu'au fur et à mesure que l'année avance, il y a de plus en plus de gens qui viennent avec des ados qui ont leurs 3 doses. 2. Ou 2. Et j'ai des gens qui reviennent, non pas parce qu'ils avaient doses, mais parce qu'ils ont eu le Covid,
et qu'ils ont un certificat de rétablissement. Tu comprends? Donc, ma conclusion de tout cela, c'est vrai que les mesures de restriction ont des effets sociaux. Mais, je répète, les effets sociaux des mesures, c'est mieux que la mort. Alors, Philippe, tu veux dire quelque chose sur ça? On passe à Macron face à Poutine. Non. J'écoute parfaitement ce que dit Michel. Moi, je suis beaucoup moins sportif de façon collective. Je suis un sportif plutôt individuel, donc je n'ai pas de problème de passe. Très bien. Alors, la crise en Ukraine, Macron qui rencontre Poutine. Est-ce que... Ah bon, il a vu Poutine, le lendemain, il a vu le président d'Ukraine, je crois, hein, c'est ça? Vladimir Zelensky. J'ai pas osé dire le nom, je ne saurais pas prononcer ça. Et est-ce que vous pensez que ça a eu vraiment un impact sur la crise en Ukraine? On entend de plus en plus de bruit de bottes, semble-t-il. Et les gens disent que de toute façon, si Poutine veut envahir, il va envahir. On ne va pas l'arrêter. Je pense qu'avec les politiques, alors faut pas, c'est pas juste un rapport de force, c'est encore une fois un rapport de force économique. Mais pardon, il n'y a que la France, l'Allemagne et non, il y a 3 pays seulement. La France, c'est pas seulement la France, c'est Macron en tant que président de la Commission européenne, pas de l'Europe mais de l'Union européenne. Qui agit donc aux frontières de l'Europe. Il est soutenu par 2 autres pays, c'est tout. Ça fait 3. Non. 3 pays. Non, il est soutenu par l'Europe. Bon, on est aux frontières de l'Europe. Mais ce qui se joue, alors, il y a quand même eu un précédent avec Poutine, c'est la Crimée. Et 2, il y a des intérêts également énergétiques et donc économiques pour la Russie qui sont très forts. C'est pas pour rien que Poutine montre les muscles. Et ce qu'il va s'amuser à faire, parce qu'il le fait très bien et qu'il a cette façon de le faire, c'est qu'il va gonfler le torse autant que faire se peut pour dire que l'OTAN et l'Europe n'ont pas à venir lui dicter ce qu'il va faire. Mais c'est quand même assez... Et d'ailleurs, il a même menacé les pays, que ce soit les États-Unis qu'il avait vu avant, puisqu'il a eu un contact avec Biden, que ce soit le président Macron, que tout déclenchement des forces étrangères emmènerait peut-être à la mise en œuvre de la 4e guerre mondiale. Bon, donc c'est des rapports de force diplomatiques. Non, mais il l'a dit, Poutine, il ne s'est pas caché de ça, il a fait sa déclaration, mais c'est des rapports de force diplomatiques qui n'ont d'autres sujets et d'autres intérêts que des intérêts géostratégiques, et en l'occurrence d'énergie, de gaz, d'oléoducs. C'est un peu ça la question, quand même, dans la zone. Poutine a toujours été méprisé par les Occidentaux. Moi, je dis franchement, imagine un petit peu les Russes mettant des missiles, etc., à la frontière du Mexique, sous les États-Unis, etc. Moi, quand j'ai entendu Poutine, quand il s'est défendu, il a dit « Ah bon, l'OTAN, ce sont des actions pacifiques. Et la Libye, ça a été pacifique. Et l'Irak, ça a été pacifique. Et si je n'étais pas en Syrie, il n'y aurait pas eu un chrétien vivant au Moyen-Orient aujourd'hui s'il n'était pas intervenu. » Enfin, moi, la Crimée était russophone. La Crimée russophone, c'est Staline. Enfin, je parle sous le contrôle. C'était un cadeau. Mais oui, je parle sous le contrôle de. La Crimée, c'est historiquement. Elle a été donnée. Une province russe. Et donc, je finis. Alors maintenant, je ne défends pas Poutine. Poutine a tous les défauts qu'on reconnaît à les fameuses démocratures. On a fait un néologisme en parlant de démocratie et de dictature. On parle de démocrature. Poutine sera président. Si Dieu lui prête vie, Poutine sera président dans 150 ans encore. Cependant, très sérieusement, il était convenu que, verbalement paraît-il, qu'on ne ramène pas les armes à ses frontières. L'Ukraine a une frontière directe avec la Russie. Comment peut-il accepter ça? Sous prétexte qu'il y ait un dérapage, une gestion un petit peu malencontreuse, on va qualifier de musclée d'une manifestation à Moscou, et puis que ça ne plaise pas à l'OTAN, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Et Poutine est dans son rôle de défendre son précaré. Moi, je fais attention. Alors, bien sûr que c'est facile, après, pardonnez-moi que je compte, une restauration, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, 2 empires, donc il y a eu Napoléon, et puis après il y a eu l'autre Napoléon III. 5 5 républiques.
hein, 5 républiques, dont une quatrième qui était tellement instable qu'il y a eu 22 gouvernements en 12 ans. C'est facile. Une quatrième colonialiste aussi. Une quatrième colonialiste. C'est facile d'aller donner des leçons de démocratie à Poutine. Mais vous avez vu que pour que les institutions fonctionnent, il a fallu des expériences. On ne peut pas demander à... on a tué Kadhafi parce que c'est un dictateur terrible, on a tué Saddam Hussein parce que c'est un dictateur terrible. Est-ce que vous pensez que le vide laissé par ces dictateurs-là ont arrangé la situation des Libyens et des Irakiens? C'est ça la réalité. Et si vous enlevez Poutine de là, vous pensez très sincèrement qu'il n'y a pas une mafia russe qui va récupérer tout? Moi, je crois très sincèrement que la lecture, j'ai envie de dire, égocentrique, ethnocentrique et européocentrique, centriste de ces problématiques-là, est dangereuse. Il faut un petit peu se mettre à la place de l'autre, il faut un petit peu d'anthropologie, un petit peu de sociologie, d'ethnologie, il faut aller étudier puis parler avec les autres. Alors, moi, ce que j'ai entendu, d'après Macron et Poutine, puisque j'ai suivi le débat, il était très tendu, c'était un échange très tendu, parce que lors de la conférence de presse, tous les deux avaient le masque. Et moi, je me suis dit, oula, ils sont tous les deux décidés. Enfin, j'ai vu Poutine, il était très serein. Très serein. Alors, il paraît qu'il y a une solution, alors une possibilité d'imaginer des garanties concrètes de sécurité qui seront données de part et d'autre, avec des convergences qui seraient et une longue voie de diplomatie, avec des rencontres régulières de manière à pouvoir limiter la propagation des armes militaires de part et d'autre, et puis la possibilité dans les accords de respecter davantage les fameux accords de Paris, me semble-t-il, je ne me rappelle plus. Minsk. De Minsk. Et donc... tout ça fait que la lecture des Occidentaux des provinces qui leur sont un petit peu éloignées, à mon avis, manque d'un petit peu de recul. On essaie de donner à l'autre ses traits de caractère, ses institutions, ses manières de penser, ses références, et je crois que ce n'est pas prudent. Ce que tu as dit pour l'Ukraine, pardon, pas la Syrie non plus, l'Irak et puis la Libye. La Libye, j'ai entendu ça déjà pour Haïti avec Papadoc. Il y a des Haïtiens qui m'ont dit qu'à l'époque, si Papadoc était là, il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé en Haïti depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais les gens, il faut qu'ils sachent. Je crois qu'il faut faire attention. Enfin, moi, on peut pas. Je fais au moins une phrase, parce que, si ça vous dérange pas, messieurs, même si vous êtes mis d'accord pour me couper la parole, pour ne pas me laisser parler. On accepte. Non, mais merci. Une phrase, Merci. Je levais le doigt. Oui. Et j'ai entendu des petits sons qui commençaient déjà. Non. Donc, non, mais je crois qu'il faut être aussi prudent. Et tout à l'heure, on en a parlé en début d'émission. On a parlé de ce sentiment de paix, de sécurité parfois que les gens veulent. Mais il y a quelque chose qui est clair. On ne peut pas tout avoir. Parce qu'à l'époque aussi, on avait une corruption immense, on avait des inégalités immenses. Les difficultés, par exemple, de pays comme Haïti. Tu vois, moi, je ne fais pas ça. Tu vois, voilà. Moi, je fais pas ça. Donc, je vais les laisser parler. Oui. Voilà. Non, bien que je faisais remarquer qu'on vous entendait dans les micros. Vous n'avez pas appuyé sur le bouton. Tu vois, quand pour tu éteindre. parles et tu parles longtemps, je ne t'interromps pas. Et je parle même pas à mon voisin. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, C'est donc bizarre, elle ne me Non. prend pas à partie, c'est toi qu'elle prend à partie. Oui, parce que c'est lui qui te dissipe. Non, mais tout ça pour dire, je crois qu'il faut être vigilant sur l'idéal aussi qu'on peut se faire d'un certain nombre de stratégies politiques qui parfois peuvent être des stratégies autoritaires. Quoi qu'il en soit, dans ces domaines-là, que ce soit en Russie d'ailleurs, ou que ce soit à Haïti, il ne faut pas oublier, on a dit qu'il faut recentrer le débat, il ne faut pas oublier les grandes misères qui règnent sur ces territoires. Alors on peut avoir des idéaux politiques en se disant il faut respecter les modes de gestion, de gouvernance des pays et tout ça, mais quand on voit qu'au final, les gens sont dans la famine, dans le dénuement le plus complet, il faut quand même s'interroger pour savoir si ce sont des modes de gouvernance qui sont des modes de gouvernance humanistes. Philippe ? Oui, juste quelques mots. Je serai un peu de l'avis de Charles. Oui. La Russie n'a jamais eu des gènes véritablement démocratiques. Je dis, c'est dans sa nature. Et lorsque l'on considère la situation, effectivement, il y avait un engagement d'ailleurs de l'OTAN de ne pas
je ne sais plus, c'était d'aller dans quel, de ne pas dépasser une certaine limite, ok. Et du fait que l'Ukraine risque d'entrer dans l'OTAN aussi à cette menace, moi je trouve tout à fait légitime que Poutine ait cette réaction. Je le dis humblement. Effectivement, les Européens ou les Occidentaux devraient faire un peu d'empathie. C'est mon avis. Il y a une question qui me... Enfin, les mesures de rétorsion quand même sont importantes contre la Russie. Les gazoducs, avec les deux gazoducs, là il y en a un deuxième qui vient d'être terminé, qui va être mis en service. Mais il y a une question qui... Je ne suis pas spécialiste, hein. Je suis là encore en vulgum pecus et je sais que je ne sais pas grand-chose. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas très bien la position de l'Allemagne qui ne semble pas qui semble être plus proche de la Russie. Ah, pas du tout. Olaf Scholz a menacé Poutine. Mais il y a des contacts particuliers. Non. Du fait que... Olaf Scholz a menacé Poutine. Est-ce que tu peux... Laisse-moi finir. Oui. Est-ce que du point de vue de gaz, j'ai vu que la position n'est pas la même et que cet oléogaz arrive en Allemagne. Et il me semblait avoir vu quelques propos circuler où l'Allemagne n'avait pas la même position que la France, par exemple. Alors, maintenant que j'ai terminé, vas-y. Hein. Alors, Michel. Non, après, on a fini là. Je vais être relativement bref. La question que tu as posée, est-ce que la visite de Macron a été utile ou pas? Oui, positive. Bon, je ne vais pas m'étendre sur la conception de la démocratie, la misère, etc. Bon, parce qu'il y a de la misère en France aussi. Bon. Par conséquent, la question est la suivante. Il y a une opération des Occidentaux qui consiste à étendre l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est née pendant la guerre froide contre l'Union soviétique. Tout à fait, bien sûr. Non, mais c'est une organisation militaire et qui déploie des missiles qui sont dirigés au cœur de la Russie. Et j'ai une carte là. Ah oui. Cette organisation essaie d'encercler la Russie. Alors, ceux qui me voient... On ne va pas l'avoir facilement. Bon, en tout cas, la question est de savoir si oui ou non l'OTAN va accepter de prendre l'engagement de cesser d'étendre son champ d'action, comme elle le fait, en incluant de nouveaux pays à la frontière de la Russie, Lituanie, Estonie, etc. etc. Bon. Deuxièmement, la visite de Macron, chacun joue son jeu. Macron est candidat à un renouvellement de son mandat et il veut se donner une stature internationale. Bon. Mais en même temps, sur le fond, il n'a pas la même attitude que Biden. Il ne crie pas que la Russie va envahir demain, etc. Il n'envoie pas 3600 soldats dans les pays voisins de la Russie pour manifester. Bon, parce que jusqu'à présent, c'est ça. C'est ce que font les Occidentaux. Bon. Et Poutine a déclaré que la visite je cite Poutine, que la visite de Macron a été utile. Et Macron, lui, dit que ça a permis d'envisager une désescalade. Et même, on a envisagé une solution qui serait ce qu'on appelle la finlandisation. La finlandisation, c'est-à-dire donner à l'Ukraine un statut de neutralité. Et ça a été discuté. Ce qui veut dire qu'on est dans une phase de discussion, on n'est pas dans une phase d'affrontement. Par conséquent, ce n'est pas la peine d'agiter que Poutine c'est un dictateur, etc. C'est pas ça le problème. Bien. Voilà. Ben, merci beaucoup, messieurs. On va rendre hommage au décès à Philippe Petit, pardon. Non, Pierre Petit. Philippe, c'est son fils. Pierre Petit. Pierre Petit. Mais, pardon, mais je pense que ça a été mal tapé, puisque j'ai répété Philippe tout bêtement, mais c'est Pierre Petit. On parle bien de Pierre Petit, décédé cette semaine. Nous sommes quoi, mercredi, jeudi, C'est la semaine dernière. le jour du Maroc, c'était vendredi dernier. C'était vendredi dernier, oui. Ouais, Pierre Petit. Pierre Petit, apparemment, c'est quand même un homme qui a permis j'ai envie de dire, un rassemblement
Osons oser, c'est ça. Hein, il a créé un parti qui s'appelle 2000, Voilà. voilà. Oui. 2000, ouais. Droite régionaliste. Osons- Et c'est le régionaliste qui est le tout. Oui. Alors vous l'avez connu, messieurs, dames. C'est- Oui. Oui. Moi, je l'ai pratiquement. connu. Oui, Philippe. Oui. Alors, des anecdotes. Non, c'est effectivement, moi, ce qui me plaisait chez Pierrot, c'est que il était au-dessus des clans. Hein. Il a osé. Bien sûr. Et historiquement, c'est extrêmement important. Mais ce qu'il y avait de bien chez Pierrot, c'est qu'il était humble et, au sens profond du terme, aimable. Il attirait les sympathies. Et mon connaître Fort-de-France, puisqu'on parlait de Fort-de-France, Pierrot avait son cabinet angle de la rue Blénac et de la rue Isambert. Immeuble qui fait l'angle, il était au second étage et au rez-de-chaussée, il y avait la pharmacie Gaston Guatel. Oui, Ah, tout à tiens. fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ah ben, mettons encore avec le côté. au rez-de-chaussée. Ouais. Et je l'ai connu aussi comme il était voisin à 15 pilotes. Mais ce qui me plaît chez Pierrot, c'est véritablement cette amitié, cette vision humaine des choses et surtout sa liberté. C'était un homme qui était libre et par conséquent, il choisissait ce qu'il voulait et il osait oser. Et je crois que on a perdu là un grand Martiniquais. D'ailleurs, on a fait passer sa dernière interview. Oui. sur- Oui, c'est- hier, c'est- oui, c'était Fort c'est- sympathique. Et Pierrot était un magnifique homme. J'étais gamin et avec mes copains de la rue Victor Hugo, on t'es qu'à garder, ça t'est qu'à passer. Pierrot restait à son cabinet très tard. Et il avait, vu sa stature, il avait un succès phénoménal. Hein. Un succès très important dans tous les milieux, surtout au milieu médical, bien sûr. oui, tout à fait. Voilà ce que je voulais dire. Merci Philippe. Anecdote. Oui, sur- alors, je vais quand même dire que Pierrot Petit a été quand même un adversaire très Féroce. virulent du Parti communiste, hein, puisqu'il a son C'est premier lui qui a actant. renversé le maire communiste de Exactement. du Monde Rouge. Exactement. Vous lui en voulez jusqu'à maintenant C'est alors Nestoré. Je n'ai pas dit que je lui en veux, je rappelle ce fait. Je rappelle ce fait. Bon. Mais néanmoins, je vais me contenter d'une petite anecdote aussi. Ouais. C'est que, au cours de la dernière mandature de la CTM, sa femme était membre de l'opposition, Jenny Dulis, et il accompagnait sa femme lorsqu'il y avait des plénières, notamment à l'étage, il y avait la salle Camille Garcière. Hein. Bon, il était dans les couloirs, et bon, il m'arrivait, quand j'en avais assez d'entendre certains propos oiseux, de sortir et d'aller dans la salle des pas perdus, où je le rencontrais, en Marseille. Et il m'appelait, il discutait souvent avec moi, et je me souviens qu'il me répétait la chose suivante. Branchi, où savent que c'est autres les partis communistes qui nous raison, hein, à ce que ça fait l'autonomie. Hein. Je rapporte ce qu'il me disait. Philippe Et t'a dit d'autres- qu'il est très aimable. Hein. et en plus, il était très courtois. Bon, il se trouve en plus que nous avons un lien d'apparentement familial assez éloigné, mais malgré tout réel. Hein. Bon, voilà. Donc, J'ai oublié de donner une anecdote. J'ai connu Pierrot à l'Institut Visiose, sur le campus, c'était aux années 67. Il était venu faire une licence en droit. Il avait obtenu l'équivalence à partir de son doctorat en médecine. Donc, il était en passé licence. en deuxième année. En licence. Il est passé en licence. Je l'ai eu en licence, oui, En licence, en cours. ah ouais. Mais oui, parce qu'il était très consciencieux. Pourquoi ? Parce que il allait prendre la présidence de la SODEMA et il voulait avoir des connaissances. La troisième année, c'était le cours de droit civil sur le crédit, les sûretés, les cautions, tu vois, sûreté réelle, sûreté personnelle. Donc il a assisté à son cours, il a participé aux travaux dirigés et ça lui a permis d'avoir les connaissances suffisantes pour être président de la SODEMA à l'époque. Bien. Charles, tu la connais Non, pas politiquement, enfin personnellement, c'est un parent de ma belle famille, donc j'ai eu l'occasion de le croiser au Monde-Rouge, donc chez la famille Petit du Monde-Rouge, qui est donc de la même famille que Pierrot Petit, voilà exactement.
C'est un parent 3 aussi, parce qu'apparemment, Oui, tous les les parents politiciens, là, vous êtes parents Non, plus ou moins non. proches, non? A priori, comme beaucoup de Martiniquais, de toute façon, je pense qu'on peut se trouver. Nous sommes tous des morts, liens, certainement. Peut-être. Non, moi, j'ai eu l'occasion de le croiser, lui parler également à certaines occasions. La dernière où on a parlé assez longtemps, c'était la mise en place du conseil municipal de Rivière-Pilote, parce qu'il était très proche du maire de Rivière-Pilote. Et on a Monsieur beaucoup Bounol. discuté. Oui, c'est un monsieur d'une grande sagesse, une droite régionaliste, donc qui avait en Qui est effet... Monsieur Bonol ou Monsieur Petit? Monsieur Petit. D'accord. Je ne sais pas pour Monsieur Bonal. Mais voilà, qui était d'une grande sagesse, qui était en effet très courtois, très aimable et très sympathique, et qui a marqué de toute façon l'histoire politique de la Martinique. Bien Je sûr. crois que c'est le plus important, et que ça va devoir être marqué également, parce qu'il faudra transmettre ça à l'histoire d'un certain nombre de grands hommes politiques, de Mapipi, de la droite. Est-ce que son fils Philippe pourra prendre la succession? Je ne sais pas. Il avait dit non. Alors, il y a un point, tu permets? Vas-y. Il y a un La point droite. que je voudrais rappeler, qui est quand même un point important. C'est qu'il a approuvé en 2002 je crois, la fameuse déclaration de Basse-Terre, par laquelle les 3 présidents de région, donc Lucette Michel-Chevry pour la Guadeloupe, Antoine Karam pour la Guyane et Alfred Marie-Jeanne pour la Martinique, enfin, en gros, demandaient un statut d'autonomie, notamment d'autonomie fiscale. Tout à fait. Fiscale. Bon, et ça lui a créé beaucoup d'ennuis avec les amis de son camp politique. Ah, je croyais que c'était dans cette déclaration de Basse-Terre que M. Marie-Jeanne avait déchiré le... Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. La déclaration de Basse-Terre, c'est un document. C'était le rapport Listamaya, ça. Tu parles du rapport Ah, de Listamaya. Listamaya, voilà, Non, la d'accord. déclaration de Basse-Terre, c'est une déclaration, en gros, son Les 3 originalité. départements souhaitaient la même chose, grosso modo. C'est que bon, il y avait deux autonomistes déjà, Marie-Jeanne et un indépendantiste, un autonomiste, Antoine Karam, mais il y avait surtout la signature de Lucette Michel-Chevry qui était RPR, bon, qui a été était ministre, une amie et qui de était Jacques une amie Chirac. très proche de Jacques Chirac. Et ça a précédé une réforme importante de la Constitution C'est vrai. en 2003 qui a créé l'article 73 et l'article 74. Parfaitement raison. Donc, conséquent, Donc nos statuts particuliers. donc ça veut dire que... Chirac, homme de droite, a fait plus de choses dans ce sens-là que les présidents Mais socialistes. je peut tiens dire à comme ça. répéter, la gauche française est restée jacobine, que ce soit le Parti socialiste, que ce soit Le Parti communiste. Mélenchon, en partie le Parti communiste, ils Beaucoup sont le Parti communiste. jacobins. Sur la question de l'autonomie de nos pays, ils avancent à reculons. Non mais est-ce qu'il faut non parce que voilà bon je tiens à dire d'ailleurs que dans le programme d'Hidalgo il y a cette reconnaissance des on y territoires et de mais oui il faut que je le dise parce Mais que, est-ce qu'elle il y a est- des est-ce accords. qu'elle est d'accord pour Des aller plus territoires- loin Bien sûr. Elle Oui. est d'accord pourquoi? Pour Pour aller plus loin, pour aller dans vers une notre vraie tour. responsabilité sur les territoires et Ah oui. des vrais transferts de compétences qui soient accompagnés aussi des transferts Eh ben ça, c'est financiers une nouveauté, qui ça. vont avec. Il faut lire les programmes en fait. C'est un peu, parfois c'est un peu intéressant. Il suffit pas juste voilà de chanter. Et puis juste, mais non, mais à chaque fois, ça fait Vas-y, 2 minutes vas-y, qu'il parle, tu lui as pas vas-y, coupé la vas-y. parole. Mais vous êtes infernaux. Béatrice, Non, vas-y, parce qu'on a aujourd'hui fini. c'est Ne lui a rien mansplaining. dit. Vas-y, voilà. Mais Je lui laisse mon cas bon. Eh bien, regardez madame là. Oui, Eh bien, Brian. Si, non, tu peux pas m'en vouloir. Juste un petit mot. Je crois que c'est Mélenchon qui était en visite ici que j'ai rencontré à la CTM. Et quand on avait parlé de jacobinisme, il avait dit non, vous confondez le jacobinisme et le bonapartisme. Ce que tu appelles jacobinisme, pour Mélenchon, visiblement, c'est du bonapartisme. Et je ne peux pas finir l'émission si je n'envoie pas un bonjour à Marine-Hélène et à Madame Legrand, parce que ça fait un moment. Marine-Hélène, c'est d'ailleurs une cousine donc de Pierrot Petit. Et voilà, ce sont 2 personnes que je devais saluer parce que ça fait plusieurs émissions que j'oublie et aujourd'hui je n'ai pas oublié. Je suis content. Et moi, je voulais Alors. saluer ma sœur et mon filleul parce que c'est leur anniversaire aujourd'hui et je voulais leur dire que je les aime très très fort. Voilà. Alors, Mais oui, absolument, je vais toujours. vous expliquer à la prochaine émission comment ça se passe pour la lumière verte, comme ça vous allez me comprendre parce que là je me fais tirer les oreilles. La lumière Juste pour verte? dire, oui, je vais expliquer après. Alors, je signale quand même le décès de Luc Montagnier,
parce qu'il a été prix Nobel de la paix. Non, pendant de médecine. Pas de la paix. De médecine, pardon. Oui, Pendant oui, longtemps, oui. on a cru que c'était fake news, mais apparemment, c'est vrai. Et puis, aussi, la veuve de Bernard Tapie, qui est... Winnie. 600 millions qui sont réclamés. 600 millions qui sont réclamés à Bernard Tapie et à sa oui. veuve, donc. Et La même en décision. vendant, Enfin, même en maintenant, vendant sa tout ce veuve. qu'ils ont, ils vont arriver péniblement à 300 En fait, millions. ils ne peuvent plus rien vendre. Tout a été déjà saisi. Voilà. Et ils ont saisi pour 300 millions. Ils ont perdu Ils ont le procès. tout- ils ont Donc, plus rien. ah oui, ils ont tout perdu. Tout Donc était voilà. déjà saisi et c'était suspensif. Voilà. Voilà. Donc c'était l'information. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Philippe, Charles, Béatrice. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et de nous revenir aussi en forme la semaine prochaine, si Dieu veut. Ou Pédissa. Après dimanche. Après dimanche. Après Mais lundi, fais attention à elle est toi. là hein. jusqu'à lundi, Bon. Hidalgo est là jusqu'à lundi. Voilà. Fais attention à Oui, toi. bien J'espère sûr. que tu vas nous inviter au pot d'Hidalgo pour qu'on puisse l'interroger un petit peu. Naturellement, D'accord, naturellement. très bien. Merci beaucoup, Grégory. Merci.